C'est pas vous, ça. Merci beaucoup. Donc, je cherche l'étude de Maître Studer. Voilà, on monte ça. Bien, voilà. Voilà, vous voyez, parce que c'est quand même comme ça, on va pouvoir le... Je peux commencer, Jacques? Oui. Merci. Voilà. Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 14 novembre 2006 à l'Université de Paris 7 Denis Diderot, sur le campus de Jussieu. Nous aborderons aujourd'hui le sujet des commissaires-priseurs et, entre guillemets, des auctionniers, mythes et réalités. Notre invité sera Maître Studer, ancien président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, de l'étude Baucher, Studer, Fromentin. Donc je donne la parole à Maître Studer. Mesdames, en mode 3, messieurs, je remercie Lise Cormery d'avoir bien voulu m'accueillir dans ce cénacle universitaire. Ça me rajeunit, car les fonctions que j'ai exercées dans ma vie, je ne suis plus de la première jeunesse, font que j'ai largué les amarres avec l'université, et c'est avec une certaine émotion que j'y reviens. Je m'appelle William Studer, c'est un nom, un prénom inhabituel, je suis un petit-fils d'émigrés, nul n'est parfait, c'est mon grand-père qui a quitté la Suisse, il s'est installé en France, et j'ai hérité de son nom, et de son nom patronymique et de son prénom, William, pourquoi? Parce qu'il s'appelait François Guillaume, et que la France préparait la guerre de 14, et qu'on a transformé ça en William, voilà pourquoi. Et d'un, je suis commissaire-priseur, judiciaire, pour appliquer les textes. Je suis un atypique en ce sens que commissaire-priseur, c'est ma deuxième vie, car dans une vie antérieure, j'étais dans le corps préfectoral, où j'ai eu l'honneur de passer 25 ans, et ainsi de travailler avec Alain Perfit, auprès de qui j'ai été le collaborateur pendant 10 ans. Et puis j'ai quitté l'administration dans des conditions tout à fait satisfaisantes, en 82, pour devenir commissaire-priseur, partant du principe que lorsqu'on a eu l'honneur de servir l'État un quart de siècle, on ne peut pas du jour au lendemain, je dirais, entrer dans la vie commerciale et active, non point que j'ai rien contre les marchands de chaussettes ou de vaisselle ou n'importe quoi, mais j'ai choisi cette profession. Pourquoi? Parce qu'on est officier ministériel, nommé par le garde des Sceaux, et qu'en plus, on a l'avantage, je dirais, d'avoir commerce, je ne dis pas du commerce, d'avoir commerce avec les objets, ce qui, en définitive, est souvent plus intéressant qu'avec les humains. Voilà. Les objets ont leur vie propre, ils posent des problèmes, mais les humains en posent encore plus, et souvent les problèmes qu'ils posent sont insolubles. Passons. Donc, je suis commissaire-priseur judiciaire. Ça veut dire quoi? D'abord, il faut savoir une chose, c'est que commissaire-priseur, c'est un non-sens administratif. Et je vais vous dire pourquoi. En droit, en sciences administratives françaises, le commissaire, c'est celui qui est commis. Le commissaire de police, il est commis par l'État à l'effet d'assumer une certaine fonction. Par contre, le commissaire-priseur est officier ministériel. Ça veut dire qu'il est nommé par le garde des Sceaux, mais qu'il a acheté une charge qui lui donne la possibilité d'exercer une fonction commerciale, ou voire civile. Donc, normalement, on devrait dire officier, priseur, vendeur. C'est ça le vrai terme. Sous l'Ancien Régime, je prends un exemple. Le garde des Sceaux, qui était ministre de la Justice, secrétaire d'État à la Justice, il achetait sa charge de secrétaire d'État, mais n'achetait pas celle de garde des Sceaux. Pourquoi? Parce que garder des Sceaux, c'est une fonction suprême de l'État, et il était commis, c'était une fonction de commissaire. Par contre,
en tant que garde des Sceaux, il était officier, il avait acheté son office. Voilà donc, c'est une erreur, mais on a pris l'habitude, les mots ont droit de citer. Commissaire-priseur, donc, sa fonction, c'est de vendre, d'estimer et de vendre. Voilà. Alors, c'est une fonction qui est très ancienne. Elle a été créée sous Henri III. C'est pas hier. Comment? À l'époque, l'équivalent du TGI, c'était le tribunal du Châtelet. Le Châtelet, qui était place du Châtelet, qui a été démoli par Napoléon parce qu'il gênait la circulation. Ce sont les pierres du Châtelet qui ont servi à construire la chambre des notaires qui est juste en face. Il y avait des huissiers. Huissiers, c'était des gens, des huissiers, des officiers ministériels ou qui en tenaient lieu, qui étaient là, qui assuraient, si je puis dire, le service de la porte, d'où leur nom. Et en même temps, il y avait beaucoup de petites successions. Les gens avaient souvent des fortunes modestes. Il y avait un ballot avec 3 bouts de vaisselle ou autre chose. Et une fonction a été créée par Henri III au sein de ces huissiers du Châtelet pour devenir huissier-priseur. Voilà donc. Et sous l'Ancien Régime, huissier-priseur, et l'habitude est venue les appeler commissaires-priseurs, alors que on a toujours été propriétaires de nos charges. Nous sommes des officiers. La fonction a été supprimée sous la Révolution, dans la grande vague de la suppression des corporations. Et puis, il y a eu un tel désordre et de telles arnaques que le directoire a commencé à en recréer sur Paris, Napoléon a continué, et c'est le roi Louis XVIII qui, avec une ordonnance de 1815, me semble-t-il, a, je dirais, établi la fonction, notamment en créant la solidarité entre les confrères. Ce qui fait que lorsque l'un d'entre nous mange la grenouille, comme on dit vulgairement, eh bien, ce sont les confrères qui payent. Voilà. Alors, il y a une caisse de garantie, on est assuré, mais enfin, disons que c'est une sûreté vis-à-vis des acquéreurs éventuels que n'ont pas les commerçants. Et voilà donc ce que sont les commissaires-priseurs. Donc, ils achètent leurs charges, ils sont nommés par le garde des Sceaux, et ils avaient le monopole de la vente aux enchères. Ce monopole, nous l'avons partiellement perdu par la loi du 10 juillet 2000, qui, pour mettre la réglementation française en ordre vis-à-vis de l'Europe, on a cassé la profession en deux. Alors, il reste les commissaires-priseurs judiciaires, dont je suis. J'ai même eu l'honneur de présider la Chambre des commissaires-priseurs judiciaires de Paris. De Paris. C'est menti, mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. J'ai eu l'honneur de présider la Chambre des commissaires-priseurs judiciaires de Paris pendant 3 ans. C'était une fonction extrêmement lourde, car j'ai une centaine de confrères, et permettez-moi de vous dire qu'être le tuteur ou le gardien ou le berger d'un troupeau pareil, croyez-moi, c'est pas évident. J'ai passé beaucoup de temps, j'ai délaissé, je me suis moins occupé de mon étude, et quand j'ai terminé mon 3e mandat, j'ai eu le sentiment de sortir de prison, alors quoi que je ne suis jamais allé en prison. Bon. Si j'y suis allé, mais pour d'autres motifs, comme fonctionnaire. Et voilà donc ce qu'on peut dire. Donc, il y a le commissaire-priseur judiciaire qui garde le monopole des ventes judiciaires. Qu'est-ce qu'une vente judiciaire? C'est une vente qui est ordonnée par le tribunal. D'ailleurs, le tribunal s'exprime par des ordonnances. Bon. Alors, nous avons actuellement, vous avez tout ce qui est exécution des saisies, après les procédures mises en œuvre devant le tribunal de grande instance, voire le tribunal d'instance lorsqu'il s'agit de loyer. Vous avez les tutelles, qui est un secteur en plein développement du fait du vieillissement de la population. La vente que vous voyez là-haut, là, je sais pas où vous voyez. Donc la collection d'une demeure parisienne. Oui, je fais ça, c'est une vente que nous faisons le 30 novembre. C'est une tutelle. Souvent, il n'y a pas grand-chose, mais là, il y a beaucoup de choses. C'était une dame assez riche au demeurant, qui habitait boulevard Raspail, pour ne pas le citer. Et il y a une très belle vente qui est faite à l'initiative de son fils, qui était tuteur, et sur ordonnance du juge des tutelles. La vente est prête depuis le printemps, mais on attendait l'ordonnance qui est arrivée il y a 3 semaines. On a sorti le catalogue, il n'y a plus qu'à mettre la date. Voilà donc. Vous avez des ordonnances. Ordonnance, c'est un mot d'Ancien Régime. Des ordonnances ou des décisions, et notamment il y a un secteur dans lequel nous intervenons, c'est le secteur des procédures collectives, c'est qui est le terme pompeux, parler des faillites. Bon, les faillites, c'est très simple. Vous avez une décision, vous avez la déclaration de cessation de paiement, vous avez la saisine d'un mandataire de justice, et puis le tribunal de commerce décide si c'est une liquidation judiciaire,
si c'est un redressement judiciaire ou c'est une faillite. En fait, le mot faillite est conservé maintenant à tout ce qui est pénal. La faillite, maintenant, c'est devenu un mot pénal. On dit le débiteur, voilà. Quand vous avez un commerçant qui ne peut plus payer, eh bien, cessation des paiements, déclaration de cessation de paiement, ça va devant le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce constate que l'affaire est mise en liquidation judiciaire et on confie au commissaire-priseur le soin, je dirais, d'organiser la liquidation, c'est-à-dire de vider les locaux, de récupérer les clés, d'assurer la protection des locaux et de vendre les objets, les meubles corporels s'il en est. Notre fonction est limitée au corporel, aux meubles corporels. On n'intervient pas dans les immeubles, voilà. Dans les immeubles, et c'est très bien comme ça, c'est le notaire qui a le monopole pour tout ce qui concerne les immeubles. Donc, nous avons, tout ce qui est judiciaire, un monopole, et ce monopole est réservé au corporel. Et pour le reste, bon, alors, pour le reste, pour tout ce qui n'est pas judiciaire, pour nous mettre, je dirais, au diapason des concurrents étrangers, la loi du 10 juillet 2000 nous a obligés à créer des sociétés de type commercial, c'est l'expression de la loi. On peut faire une société de personnes, une SARL, une société anonyme, et puis il y a tout un système de SEL assez compliqué maintenant qu'on peut utiliser. Ce sont des sociétés commerciales qui sont tenues d'avoir un juge commissaire, un commissaire aux comptes, alors que normalement le commissaire aux comptes est réservé aux sociétés anonymes. Il doit y avoir un commissaire aux comptes et on travaille sous le contrôle d'une institution, d'un organisme d'État qui s'appelle le Conseil des ventes volontaires et qui siège auprès du garde des Sceaux. Je vous fais grâce à la composition. Cette véritable révolution a posé bien des problèmes et continue à en poser. Continue à en poser car il faut regarder les choses en face. C'est une réforme qui a été faite pour faire plaisir aux boîtes étrangères, notamment à Christie et Sotheby, et je le dis volontiers, qui sont super représentés au Conseil des ventes volontaires. Et maintenant, je veux dire une chose, ces gens ont droit de citer en France, et il faut dire ce qui est. Ce sont des gens qui ont une force commerciale considérable. Christie appartient à un monsieur tout à fait estimable qui s'appelle monsieur François Pinault, mais qui a des moyens financiers, c'est une des grandes fortunes françaises que nous n'avons pas, hein, et ce sont des boîtes qui fonctionnent à échelon mondial, et de deux, et vous avez Sotheby, qui est une société d'initiative qui est typiquement américaine. Ce sont des concurrents redoutables, on arrive à lutter contre eux, mais ce n'est pas facile. Voilà donc ce qu'on peut dire pour les commissaires-priseurs en termes généraux et sans trop vous lasser. Donc, la double casquette judiciaire pour tout ce qui est décidé par le tribunal et pour le volontaire. Le mot auctionnaire, c'est un mot britannique, et ça, j'y vois une trace de votre anglomanie que j'ai stigmatisée il y a 5 minutes, cher ami. Vous aussi. Non, mais c'est parce que je l'ai utilisé entre guillemets, parce que malheureusement, on entend de plus en plus, ou on lit de plus en plus ce mot, Oui. et c'est en effet à la mode, mais c'est un peu ridicule. Voilà. L'Académie française n'est pas loin. Oui. Bonjour madame. Oui. Voilà ce qu'on peut dire comme commissaire-priseur. Alors, vous avez maintenant un mot, ce dont je voudrais parler, c'est le mot Drouot. Drouot. Alors, vous allez rigoler, on peut rigoler. Drouot, c'est quoi? Drouot, c'est un lieu de vente, et on dit Richelieu Drouot, ce qui est assez marrant, je vais dire pourquoi. Accoler phonétiquement le nom du Premier ministre c'était pas n'importe qui, de Louis XIII, au-dessus du général Drouot, qui était un sympathique général de Napoléon, et la petite histoire raconte qu'il avait des origines très modestes, puisque le cas de beaucoup de dignitaires militaires de l'Empire, puisqu'on dit que son père était boulanger et qu'il faisait ses études le soir à la lueur du four paternel. Il demeure que Richelieu Drouot, ce qui est installé rue Drouot d'ailleurs, le nom n'est pas protégé, parce que c'est le nom de la rue, mais toujours est-il qu'après diverses vicissitudes, les commissaires-priseurs parisiens se sont groupés pour faire construire sous le Second Empire un local, rue Drouot. Ce local, en 1982, a été démoli. On a fait un autre local que vous connaissez, qui est dans le style vaguement art déco. Et là, fonctionnent une centaine de commissaires-priseurs. Quelle est leur situation? L'immeuble Drouot
appartient à une société qui s'appelle, moi j'en suis administrateur, ça s'appelle Drouot Patrimoine. Drouot Patrimoine, avec une centaine d'être actionnaires. Et à côté de je dirais, de ce bâtiment dont nous sommes actionnaires, nous Parisiens, et nous sommes en même temps judiciaires. Mais ça, c'est une coïncidence, mais c'est pas une obligation. Il y a des services communs. D'abord, le service des salles, hein, parce que c'est pas tout d'avoir des salles, mais il faut encore s'en occuper. Il faut les meubler, il faut mettre des vitrines, il faut les éclairer, il y a des projecteurs, il y a des micros. Alors, il y a un service de salle, et puis également, il y a un service, qui est assez curieux, de commissionnaires. Les commissionnaires, c'est quoi? C'est une société de personnes qui fonctionne avec 115 Savoyards. Oui, ce sont des Savoyards. Pourquoi? Parce qu'avant le Second Empire, c'était des Auvergnats. Mais comme la Savoie, Napoléon III avait, je dirais, annexé la Savoie, il a fait une fleur, j'allais dire, aux travailleurs manuels de la Savoie, ce qui fait que, on dit les Savoyards, en fait, ont un statut assez particulier. C'est une société de personnes. Ils sont tous associés, ils sont une centaine d'être associés, et ils élisent chaque année ce qu'ils appellent le brigadier. Le brigadier, comme ça, n'a aucun rapport avec l'armée, la police ou la gendarmerie. Ils élisent un parmi eux qui a un titre, je sais pas lequel, qui est gérant, je crois. Il doit être gérant, mais on l'appelle brigadier. Et c'est lui qui gère ça. Comme les commissionnaires sont actionnaires, inutile de vous dire qu'ils travaillent parfois 80 à 100 heures par semaine. Pourquoi? Les 35 heures, ils connaissent pas. Et comme ils sont associés, eh bien, plus ils travaillent, plus ils gagnent de l'argent. Ils sont savoyards. Alors, comment le recrutement se passe? C'est anecdotique, et je résiste pas au plaisir de vous raconter. Quand il y en a un qui décide de partir non pas en retraite, mais de céder, parce qu'en définitive, c'est une sorte d'office, il cède son poste. Alors, il fait venir le cousin de la belle-sœur du neveu savoyard, qui reste là, et le temps qu'il soit agréé par ses confrères, on l'appelle un bis, parce que ceux qui sont en titre ont un numéro, ont un col rouge, un dolman rouge et un numéro. Et ils sont, à ce moment-là, ils sont agréés et ils ont droit à un numéro, le numéro de la place qu'ils rachètent. Et ce sont des places qui valent actuellement, facilement, je parle en francs, 300 ou 400 000 francs. Voilà. C'est-à-dire si ça rapporte. D'ailleurs, il faut savoir une chose, quand il m'arrive d'aller en Savoie, d'aller chez eux, croyez-moi, ils n'habitent pas des masures ou des HLM. Bon, voilà. Alors, ils gagnent très bien leur vie, mais ils bossent comme des fous. Pourquoi? Parce que le système est le suivant. Drouot est loué à ses propriétaires indivis. Ça veut dire que nous sommes tous à la fois propriétaires et locataires. Alors, c'est très simple. Si vous augmentez beaucoup les loyers, vous faites plaisir aux proprios. Si vous augmentez pas les loyers, le locataire est content, le propriétaire est fort mécontent. Il y a un équilibre difficile à trouver. On le trouve. Mais Drouot est à peine équilibré, parce que ça coûte très cher. Il y a 70 personnes qui travaillent dans ce paquebot. Nous avons des gens qui sont au 3e sous-sol et qui qui voient le jour très rarement. Pourquoi? Parce que dans les saisons d'hiver, quand ils commencent le matin et qu'ils sortent le soir, il fait nuit. Et il n'y a que l'été. Il y a les services comptables qui sont en bas, il y a les services de la manutention. Mais c'est un paquebot qui emploie 70 personnes. Et chaque jour d'exploitation coûte toujours en francs environ 250 000 francs. Ça veut dire que chaque fois qu'on peut le fermer, on le ferme. Pourquoi? Et les escalators, et l'électricité, et le chauffage l'hiver, et la climatisation l'été, et le personnel de sécurité, et le balayage, et la maintenance électrique ou électronique. Bon, quand on a une salle, on obtient une salle. Alors on loue une salle. Il y a un système très compliqué. On a besoin d'une salle. Alors 15 jours ou 3 semaines à l'avance, on la retient. Il y a 16 salles. On dit, j'ai besoin d'une salle au rez-de-chaussée, la salle 8 ou la salle 9. Bon, vous l'avez, vous l'avez pas. Si vous la voulez, vous l'aurez 15 jours plus tard. On loue une salle. Quand on loue une salle, on fait entrer dedans ce qu'on a à vendre. Et puis, quand arrive la vente, il faut qu'il y ait des éclairages. Il y a des éclairages. Bon. Il y a du son. Il faut trouver tout ça. Et là, il y a un personnel spécialisé dans le genre des agents que vous avez ici. Et il y a des caméras de sécurité. Bon. Et puis, d'une part, et d'autre part, lorsqu'il y a de très grandes ventes, on prend plusieurs salles et il y a un réseau de télévision interne qui est mis en place. Bon. Tout ça, on le paye. Voilà.
Alors, il faut donc savoir tout ça. Si les comptes de Drouot sont à peine équilibrés, où est notre bénéfice? Il est dans un journal qui s'appelle La Gazette de l'Hôtel Drouot, dont nous sommes propriétaires indivis, les mêmes que pour Drouot, et dont j'ai l'honneur d'être administrateur. La Gazette rapporte, grosso modo, une vingtaine de millions d'euros par an. Voilà. C'est ce qui fait le bénéfice de la profession. Sans quoi, nous aurions que Drouot, mais à peine, pas facile à équilibrer, hein, je vous assure. Bon, heureusement, le personnel est gentil. Ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps. Il n'y a pas de problèmes sociaux, qui sont payés plutôt plus que bien, et qui sont très compétents. Voilà donc ce qu'on peut dire pour Drouot. Drouot fonctionne donc presque tous les jours, sauf les dimanches. On ouvre le dimanche 5 ou 6 fois par an, en fonction de la réglementation du travail. Ce sera ouvert dimanche prochain. Alors, là, comment ça se passe? On entre dans les salles à 6 heures du soir. Et souvent, entre le moment où la camelote arrive, parce que la camelote, c'est, pardonnez-moi, ou le matériel, ou les objets, c'est une expression professionnelle, la camelote. Alors, quand il y a quelqu'un qui a de bons meubles, un client, votre camelote, va dire, ah, mais ma commode boule, etc. Non, enfin, alors, lorsque les objets, les meubles, l'argenterie arrivent, bon, il faut le ranger, tout ça, et de manière présentable pour que on range ça, par exemple, le lundi soir. Bon. Ça arrive à partir de 6 heures du soir. Et la mise en salle se fait jusqu'à 9 heures du soir à peu près, quelquefois 10 heures même. Et puis quand c'est pas terminé, ça recommence le lendemain à 6h30, 7 heures. Car il faut que le lendemain, à partir de 11 heures, tout soit clean, éventuellement avec un bouquet de fleurs, si la vente le mérite. Le public arrive. Il arrive à 11 heures et c'est ouvert sans désemparer jusqu'à 6 heures. À 6 heures, la veille, on fait le rangement. Alors on range. D'une manière, on met les meubles dans un coin, on tire les vitrines, et le jour de la vente, la salle est ouverte de 11h à midi. Les experts sont là, et chez ces bijoux, on ouvre les vitrines, et on range tout, et à 2h, quelquefois 1h30, la vente commence. Bon. Il faut qu'elle soit terminée impérativement à 6h15. Si elle n'est pas terminée, on a une pénalité, la profession. Pourquoi? Parce qu'on gêne le confrère qui va prendre la suite. Voilà donc ce qu'on peut dire. Drouot, il y a environ 5000 personnes qui viennent tous les jours. Bon, environ. Bon. Des jours plus, des jours moins. Bon. Ces 5000 personnes achètent dans l'année 500 000 objets. Bon. Et il y a combien, je ne sais plus combien de ventes il y a, j'ai oublié les chiffres, mais je ne veux pas vous raconter de bêtises, mais il y a 3000 ventes. Il y a 3000 ventes, il y a 800 000 objets vendus. Et ce qui est intéressant, je vais vous le dire, 800 000 objets vendus. Dans ces objets vendus, il y a le monnaie à 20 millions de francs, ou vous préférez 10 millions d'euros. Mais il y a aussi le métal argenté à 5 euros. Or, le prix moyen d'un objet, c'est 550 euros. Bon. C'est bon à savoir. Et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que la publicité de Drouot est faite à travers les objets qui se vendent cher. Nous avons vendu un Picasso tant, nous avons vendu un Monet tant, un meuble de machin tant, une sculpture tant. Et ça contribue à faire peur à un certain nombre de gens de classe moyenne, qui disent mais je ne vais pas aller à Drouot, moi je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas les moyens de m'acheter un Monet ou autre chose. Or, le prix moyen de 550 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'objets qui sont abordables pour tout le monde. Et en définitive, nous gagnons notre vie avec les objets moyens. C'est pas les objets les plus chers, qui nous font gagner notre vie. Ce sont les objets moyens. C'est ça qui fait une vente. Lorsque quelqu'un particulier nous apporte des objets, une succession familiale à vendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des meubles 19e, éventuellement il y a un meuble 18e. Bon, il y a un peu d'argenterie, il y a du métal argenté, il y a le canapé, il y a les lits anciens, il y a un lustre. Bon, mais tout ça, ça fait quoi? Bon, or, pour qu'une vente soit rentable, il faut au moins qu'on fasse 100 000 euros. Car les frais de vente sur une vente, quand vous avez payé la location de la salle, quand vous avez payé la gazette, que vous avez payé le transport, ça représente toujours en francs l'équivalent de 6 000 euros à peu près, 6 000 7 000 euros et quelquefois plus.
une page gazette, c'est environ 15 000 francs, c'est environ 2 000 euros. On est sur ce prix-là. Ça veut dire qu'avant de commencer une vente, il faut savoir où on met les pieds. Et si on ne fait pas 100 000 euros ou 80 000 euros, ben je vais vous dire, on perd de l'argent. Et perdre de l'argent dans mon métier, c'est d'une facilité, si vous saviez, extraordinaire. N'importe lequel d'entre nous il a qu'à faire les antiquaires de la rive gauche, là. Toi, je te prends ta commode, toi ton lustre, toi ta statue ou autre chose, très bien. Ensuite, on fait un catalogue splendide, très bien. On loue une salle, on se prend 4-5 pages gazette, mais les objets, on n'arrive pas à les vendre. Pourquoi? Parce que les marchands, lorsqu'ils confient un objet à vendre à un commissaire-priseur, tiennent compte du prix de revient de l'objet. Et ça veut dire qu'en définitive, les gens ne viennent pas à Drouot pour nous faire des cadeaux, ils viennent à Drouot pour faire des affaires. Pour faire des affaires, il faut donc, c'est très difficile de travailler avec les marchands. Lorsqu'on travaille avec un particulier, normalement, il apporte des objets. Bon, alors combien vous me prenez de frais vendeurs? Selon, ça varie entre 5 et 15%. Puis nous, on prend, c'est libre, les frais acheteurs. Les frais acheteurs, actuellement, la tendance, c'est entre 17 et 20% TTC, c'est-à-dire qu'il y a 2,5% de TVA. De TVA. À peu près, oui. 20%, ça fait... la TVA est à 19,6, bon, sauf pour les livres, est un peu plus basse. Par conséquent, ça veut dire une chose, que n'importe quel commissaire-priseur qui a, je dirais, le goût du faste, peut se ruiner très vite. Je veux dire, quand j'étais président, j'ai vu certains confrères qui, pour avoir des ventes admirables et des catalogues épais comme ça, se sont mis au bord de la faillite. Voilà. Un beau catalogue, ça coûte facilement 80, ça coûte facilement 10 000, entre 5 000 et 10 000 euros. Voilà. Celui qu'on a là doit coûter environ 40 ou 50 000 francs. Bon, mais la vente doit coûter... On en a fait 3 000. Ouais, je vais vous dire, c'est une belle vente, c'est une vente judiciaire, sur laquelle nous allons gagner convenablement notre vie, et comme on n'a pas de réserve, on ne bradera pas, mais on n'a pas de réserve, par conséquent, on vendra bien, on sait que tout sera vendu à peu près, et ce sont des choses qui sont pas mal du tout. Car la réserve, c'est le droit essentiel du vendeur. Il vient vous voir, il vous dit, voilà cet objet, mais alors, combien ça vaut? Alors, vous dites, ça vaut, je sais pas, ça vaut 2 000 euros. Bon. Alors, 2 000 euros, il vous dit, 2 000 euros, bon, ça va. On lui dit que c'est très simple, mais on va prendre une réserve, si vous voulez bien, à 17 000 euros, de manière à avoir un peu de marge. Si ça fait plus, tant mieux pour vous. Bon. Si ça fait moins, langage professionnel, on ravale. En fait, on reprend et officiellement, on rachète pour le compte du vendeur. Bon, pour le compte du vendeur, on lui rend l'objet. Bon. Quand c'est une petite cuillère, ça va bien. Quand c'est un buffet de corps, c'est plus difficile. Ça veut dire une chose. Quand vous êtes là, le marteau à la main, vous avez un objet très lourd. Vous avez intérêt à le vendre, à faire en sorte que votre réserve soit bien placée, parce que si elle est mal placée, à ce moment-là, le buffet, il faut le restituer au vendeur qui est fort mécontent parce qu'il faut un camion pour le déplacer. Et si vous le mettez au magasinage en bas, au 3e sous-sol, eh bien, ça coûte cher. Voilà. Alors, on a intérêt à pas trop se tromper. Heureusement, nous sommes assistés par des experts dont vous avez un illustre représentant ici dans le domaine de l'art moderne, qui est mon ami et mon voisin, puisque son cabinet est à 200 mètres de mon étude. Voilà. Alors, nous recourons à l'expert quand? Tout à l'heure, je crois que c'est vous, monsieur, vous avez parlé du filtre. Le commissaire-priseur, Benzegar, on ne peut pas tout savoir. Mais il faut avoir le nez de savoir ce qu'on nous amène. D'abord, il y a les objets, je vous l'ai dit il y a un instant. Il faut avoir le courage de ne pas les vendre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. On m'arrive, on m'a amené des trucs, je dis, écoutez, je regrette infiniment, moi je ne sais pas vendre ça, mais allez voir mon confrère machin qui est le grand spécialiste. Et d'autre part, quand on vous donne un objet, éventuellement il faut avoir le courage de dire, écoutez, notamment en matière de tableau. Le tableau, écoutez, je vais en parler à l'expert, quand c'est un tableau moderne, j'appelle Monsieur Perazone, je lui dis, tiens, viens un peu voir, ou éventuellement le propriétaire du tableau est là, est-ce qu'on peut prendre ce tableau? On a une chance de le prendre avec une réserve de temps. Et il a l'honnêteté de me dire non, c'est trop cher. Alors à ce moment-là, le vendeur, ou il reprend son tableau, ou il dit bon, mais ça va, je baisse un peu le prix, mais on aura une chance de le vendre, vous me faites un catalogue, c'est bien.
Et à ce moment-là, vous avez les clients les moins intelligents qui disent « on m'a dit que ». Alors là, il y a une réponse, écoutez, conseil d'amis, allez voir ce « on », parce que si vous a dit ce prix-là, c'est la chance que vous avez, et obtenez qu'il vous le paye. En réalité, ce sont des racontards de salon, je ne sais trop quoi, ou de concierge, peu importe. On m'a dit que. Bon, vous avez les gens plus raisonnables. Et l'expérience montre que ce sont les clients les plus raisonnables qui s'en sortent le mieux. Il y a une espèce de magie qui fait que, lorsqu'on est là, le marteau à la main, et qu'on n'a pas l'angoisse de la réserve, eh bien, on sait qu'on vend beaucoup mieux. Voilà, c'est comme ça. Ce sont pas. De toute manière, je vais vous dire une chose. Un commissaire-priseur digne de ce nom ne brade pas. Moi, j'ai une expression. Je ne braderai pas parce que c'est contraire à mes opinions religieuses. Bon, plutôt, messieurs, ça marche parfois. Vous savez, les problèmes religieux prennent de l'importance par les temps qui courent. Je ne brade pas. Quelquefois, on est là, il y a des gens qui vous disent, vous commencez l'enchère, c'est pas 1 000 euros, et quelqu'un dans la salle qui dit 500 euros. Bon, on ne tient pas compte. Bon. Mais ça se fait. Ça se fait. Non, 500, ou lorsque l'enchère est trop faible, je dis non, allez voir l'abbé Pierre, c'est beaucoup plus adapté. Voilà ce qu'on peut dire pour les commissaires-priseurs pour Drouot. Drouot génère dans l'année environ pas loin de 500 millions d'euros de ventes, tout compris. Parce qu'à côté des ventes de l'hôtel Drouot, vous avez les ventes de matériel qui sont judiciaires le plus souvent et les ventes de voitures qui se développent considérablement. Moi, demain, par exemple, je vends 200 véhicules. Bon, voilà. Je vends ça à la Courneuve parce que les voitures, on n'a pas les moyens de les vendre à Paris parce que pour les voitures, il faut de l'espace et qu'à Paris, le centimètre carré est trop cher. Voilà. Je vends ça à la Courneuve. C'est une ancienne usine qui fait il y a 10 000 mètres carrés et il y a 200 voitures. Alors, quel genre de voitures il y a? Il y a des voitures. J'ai l'avantage d'avoir, sur un appel d'offres, le marché de la ville de Paris. J'ai 50 voitures de la ville de Paris. Ce sont des voitures très, très lambda, hein, des voitures plus utilitaires, des voitures des berlines, bon. J'ai des voitures de sociétés de crédit, notamment de grosses sociétés de crédit, qui me font confiance et qui me font travailler. J'ai par exemple une concession Mercedes aussi qui me donne des véhicules à vendre. Il y a des poids lourds. Je vais vendre demain 200 véhicules. Grosso modo, on arrive à en vendre sans trop. Il ne faut pas trop se presser dans les véhicules. Bon, on arrive à en vendre 40-50 à l'heure. Bon, ça veut dire je vends le matin, et puis je revends le soir, parce qu'il y a des gens qui sont disponibles que le soir. 250, même faire 250. Mais bon. Et là, on a une clientèle, je dirais, de marchands, beaucoup de marchands de province. Hein. On a intérêt à bien calculer les prix, parce que quand c'est trop cher, les gens ne prennent pas l'enchère, et qu'une vente de véhicules, monter une vente de véhicules comme ça, c'est coûte cher. Pourquoi? Souvent, il faut aller les chercher, les véhicules. Dans la ville de Paris, c'est moi qui paye le transport. Très bien. Vous les amenez, il y a des frais de magasinage. Ensuite, les véhicules, on les passe tous au contrôle technique. Car le contrôle technique est une obligation juridique pour les véhicules de plus de 4 ans. Nous, on les passe pour tous les véhicules. Pourquoi? Parce que ça élimine le vice caché. Bon, sauf, je vous fais grave des détails. Donc, il faut les transbahuter. Il faut les mettre en place. Il faut les nettoyer dedans. Extérieurement, on ne peut pas vendre un véhicule s'il est couvert de boue. Bon. Il faut du personnel avec des éponges qui lavent ça. Ensuite, il faut les ranger par numéro. Puis il y a une liste qui est établie et qu'on donne aux gens qui sont là. Et les véhicules, on les présente roulants. Alors le commissaire-priseur est sur une tribune et il y a quelqu'un qui amène, alors il y a 2 ou 3 bons hommes qui, à tour de rôle, qui amènent le véhicule qui est devant. On le fait tourner. Bon. Et à ce moment-là, on prend l'enchère. Mais tout ça, c'est du personnel, et tout ce qui est du personnel, ça coûte cher. Bon, ce sont des gens qui sont assez convenablement payés, voilà. Par conséquent, quand on fait une vente de véhicules, eh bien, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des frais. Moi, je vois des confrères, je connais l'origine de leurs véhicules, qui présentent 500 véhicules. Je sais qu'ils vont en ravaler 200 là-dessus, et qu'ils présenteront la fois suivante, en ayant négocié avec le vendeur, avec la société de crédit, généralement une baisse des prix. Mais ça fait des frais de manutention extraordinaires, et ça ramène ce qu'on appelle le boni, le bénéfice de la vente, à des proportions minimum. Bon, d'autre part, une vente, ça se prépare. Il faut le non-gage, il faut la réquisition, le mandat de vente. Bon, il faut
Enfin, on connaît l'origine des véhicules. S'assurer quand même que, si on arrive à le savoir, c'est pas un véhicule volé par hasard, encore que ça arrive quelquefois parce que on le sait par la police ou la gendarmerie. Et puis il y a la clerc de l'étude qui s'occupe de ça, qui prépare le dossier, l'âge du véhicule, s'il a un problème technique, il le mentionne. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai 7 collaborateurs, le mieux payé, il a 20 000 francs par mois, le moins bien payé, il en a 10 000. Hein. Bon, et les gens travaillent sur 13 mois. Il faut dire que c'est une étude qui a des principes anciens. J'en suis l'exemple vivant, j'ai 72 ans. Mais chez moi, les gens sont là depuis 20 ans à peu près. 15 ans, 20, les derniers arrivés en 10 ans. Voilà. Et les plus anciennes, la plus ancienne a 20 ans exactement. Donc, il y a 18 ans, vous êtes avec moi, elle me dit non, mais vous vous trompez, 20 ans. Alors, je dis pardonnez-moi. Voilà. Ce sont des gens qui sont d'admirables professionnels. Excusez-moi. Oui. Allô? Allô? J'attends un coup de fil je vous dirais, d'Écosse. Bon. Qui sont là depuis très longtemps, qui coûtent cher. Alors le personnel, je vais vous dire, ça coûte cher. Alors il y a l'URSSAF là-dessus. Bon, c'est donc un métier, je dirais, qui n'est pas facile du tout. Plus il y a l'achat de l'étude. Bon, une étude judiciaire maintenant, ça vaut facilement 150 000 euros, si ce n'est plus. Et d'autre part, vous avez l'obligation d'acheter des parts d'actionnaires de Drouot. Alors normalement, on exige 7000 parts. 7000 parts, ça fait l'équivalent de 3 millions de francs. 3 millions de francs, ça fait 500 000 euros à peu près. Ça veut dire qu'un jeune qui s'installe là, il vaut mieux qu'il ait des ressources personnelles plutôt que de tout emprunter. Parce qu'en empruntent tout, ce sont plus des gens qui n'ont pas de background. Et s'il y a une catastrophe financière, moi, pendant les 3 ans que j'ai passé à président, j'ai évité une faillite de confrères. À la sortie, il y avait un trou de 16 millions de francs. Ce qui réparti par 100 études, ça faisait 150 000 francs par étude. Bon, j'ai quand même réussi ça. Que vos confrères ont dû donc... Ils ont pas, évidemment, je me suis arrangé pour que la faillite n'ait pas lieu, pour faire payer les titulaires, pour les obliger à vendre. Il y en a un, sa part, c'est une famille de riches d'Amiens, sa part successorale est passée à la casserole. Hein. Voilà. J'ai réussi ça. Parce qu'il y a la solidarité. Et croyez-moi, la solidarité, alors, il y a des contrôles mutuels, des choses comme ça. On arrive à éviter ça. Il y a quelques études qui... Donc c'est pas un vain mot. La solidarité existe toujours, ça existe, malgré le changement de la loi qui a eu en 2000. Au plan les commissaires priseurs judiciaires restent solidaires. Hein. Judiciaires. Ouais. Voilà. Les autres, ils sont pas ils sont pas solidaires. Ce qui fait que les sociétés de vente volontaire n'ont pas de solidarité entre elles. Elles avaient avant et non plus alors. C'est Elles avaient une solidarité avant. Avant, tout le monde était commissaire-priseur solidaire. Maintenant, les sociétés de vente volontaire ne sont pas solidaires. Il demeure que, moi j'y ai veillé, il y a des commissaires-priseurs qu'on ne connaît pas d'ailleurs, qui vendent à Paris, des SVV, sociétés de vente volontaire. Ils ont trouvé le titre de commissaire-priseur habilité. Ils sont être habilités, mais ne sont pas commissaires-priseurs, c'est devenu un usage. Bon. Mais il n'y a pas de solidarité entre eux. Alors, ils sont assurés, mais vous savez tous que les assurances sont très douées pour faire payer l'assuré, mais quand il s'agit de payer, ils le sont un peu moins. Voilà. Oui, je vous pose une question. Vous avez parlé donc de la solidarité qu'il y a entre les commissaires-priseurs judiciaires, donc qui n'existe pas pour les commissaires-priseurs de vente volontaire. Alors je voulais citer un exemple, par exemple le maître Lundmer, qui faisait des ventes 2 fois par an d'art précolombien, d'art africain, qui a disparu. C'était là une faillite, je sais pas. Enfin, donc il n'y a pas une solidarité là. Si, je vais vous dire. Alors ça, je vais vous dire, je suis bien placé pour le savoir. Quand Lundmer a eu ses ennuis, c'était avant le vote de la loi de juillet 2000, et il a été mis en faillite. Bon, c'est très bien. Et il a fait un trou qui n'était pas négligeable. Et à ce moment-là, c'est la compagnie qui a payé. La compagnie qui a sorti l'équivalent, ça se passait en francs, d'un peu plus de 10 millions de francs. Bon, très bien. Lundmer a été mis en faillite, il a eu des problèmes, il est en telle interdiction, son interdiction va se terminer en juillet l'année prochaine. Mais Lundmer a gardé sa clientèle internationale. Il a fait de grandes ventes. Ce qui fait que
l'ancien syndic devenu mandataire de justice, qui était son gérant, qui gérait sa faillite, a encaissé des fonds. Et l'Audemer en a mis beaucoup. Il a mis l'équivalent, je parle parce que le dossier était d'avant, il a mis l'équivalent de 50 millions de francs. Nous étions créanciers pour une quinzaine de millions, et le paiement est intervenu ces jours derniers. L'Audemer a tout payé. Tout payé. Il a tout payé. Et il va même ressortir, comme on dit, in bonis, ce qui fait que ça doit être le seul en France qui fait faillite, mais je dirais, parce qu'il a eu la netteté de mettre plus d'argent pour tout laver que le trou qu'il avait fait. Grosso modo, il y avait deux dettes. Il y avait la dette à la famille, il y avait deux créances, une de la famille Bourdon et une de nous, mais qu'il a payé. Voilà. L'Audemer a tout payé. C'est intéressant de voir la différence entre ce que l'on lit dans les médias, parce qu'ici, donc on est quand même l'université, donc on essaie de rétablir la différence entre la théorie, les usages, la réalité et le journalistique. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir la voix d'un spécialiste. C'est moi qui m'en suis occupé pendant les 3 ans où j'ai sévi à la Chambre. Oui, parce que vous parliez donc de l'ancien Drouot et du nouveau Drouot, dont la difficulté, le coût de la gestion de Drouot, on l'a bien compris par vos descriptions, mais quand on voit le marché des commissaires de vente Sotheby's Christie, je vais de temps en temps des ventes chez Christie à Paris, bon, il y a encore la politique de la raquette. Là, pour assister à une vente, vous devez présenter la raquette, c'est-à-dire que ils ont votre RIB bancaire, enfin, ils prennent des précautions pour que les gens assis qui lèvent la main soient normalement solvables. Bon, mais quand on voit le nombre de personnes qui travaillent là pour une vente, même de livres, une quinzaine de personnes assises qui sont là à prendre des notes par téléphone, mais ils vivent sur un train. On se demande comment ça peut exister, le train de vie de Sotheby's Christie par rapport à celui de Drouot. Parce qu'ils ont une assiette internationale, comprenez? Ceci posé, alors je vais vous dire aussi quelque chose. Sotheby's a vendu, il y a 2 mois, un Picasso à New York, 67 millions de dollars. Très bien, voilà. Bénéfice à la sortie, 100 000 dollars. Comment on arrive là? Ben, je vais vous le dire. Alors, pour avoir le tableau, ils ont dit, il y avait concurrence évidemment, le vendeur a dit, moi, frais vendeur 0. Alors, frais vendeur 0. Or, pour vendre un tableau de Picasso, fût-ce à New York, il y a quand même beaucoup de frais, et des gros frais. Ensuite, le vendeur, il a dit, écoutez, je suis très honoré que ce soit la maison Sotheby's qui vende, alors, comme mon tableau vaut cher, vous allez me ristourner, je crois que c'était entre 5 et 10% des frais acheteurs. Bon. Et ce qui fait qu'à la sortie, Sotheby's a gagné 100 000 euros. Alors, vous me direz, vendre un Picasso de 65 millions de dollars, c'est aussi de la pub. Voilà, c'est ça. Voilà. Et on se dit, ça va faire des petits. On ramassera des tableaux moins chers, on ramassera d'autres choses, comme les musées vendent là-bas aussi. On se mettra en bonne posture le jour où le MoMA se débarrassera d'un beau tableau pour l'avoir, ou le mettre un joli tableau ancien, si M. de Montebello veut un peu rajeunir les cadres là-dedans. Voilà pourquoi. 100 000 dollars de bénéfice sur une affaire de 65 millions de dollars. Voilà. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que j'appelle dans les livres et qu'on appelle dans nos études, les ventes aux enchères de communication. Elles sont uniquement de communication. Oh, je ne savais pas. Et les gens ne retiennent que ça. Oui, oui. Pardon, ils ont un prix moyen d'objet sans doute beaucoup plus élevé que Drouot, non? Oui, relativement, oui. Vous savez, je veux dire, c'est un commerce qui est totalement privé. Par exemple, à Londres, vous avez 40 lieux de vente. Bon. Alors, il y a les lieux prestigieux de Christie, de Sotheby's, de Bonham. Bon, mais à côté, vous avez l'auctionnaire, à ce moment-là, on peut employer le mot, on est en Angleterre, l'auctionnaire du coin, les gens apportent leurs commodes dans la semaine, et puis le samedi, ils vont quasiment sur le trottoir, et puis il fait une vente, il y a 20, 30 lots, tout le monde est content, les gens sont payés tout de suite. Voilà. C'est autre chose. On parle pas en fait de la même chose. On parle pas de la même chose. Quand on compare, c'est pas du tout la même chose. C'est la même technique de vente. C'est une technique qui est excessivement démocratique parce que c'est le plus disant qui lève le doigt et qui part avec l'objet. Alors, vous avez parlé des raquettes tout à l'heure, effectivement.
Vous avez bien fait d'en parler. Dans les grandes ventes, Christie et Sotheby, je dirais, n'autorisent à enchérir que les gens qui présentent certaines garanties. Et la garantie se manifeste sous la forme d'une raquette. Alors vous avez le 363 qui sait qu'il peut enchérir jusqu'à, j'en sais rien, 500 000 euros par exemple, ou autre chose, ou 10 000. Nous, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce qu'on considère que c'est une entrave au libre choix des gens. Je suppose, je vais vous dire quelque chose. Grâce à la carte bleue, on n'a pas de chèque sans pro. On peut dire merci. Merci à la carte bleue. Ouais. On n'a pas de chèque sans pro. À Moreno, Ou quand on prend un chèque, c'est qu'on connaît les gens. Ce sont des fidèles à la vente publique. Bon, il y a un clerc qui dit mais non, je le connais, c'est le cousin du beau-frère de ma belle-sœur. Bon, on lui prend son chèque. Bon, voilà. Alors il y a le problème des ordres téléphoniques. Dans l'ensemble, lorsqu'on dit aux gens donnez-nous un RIB. Bon, ceci posé, alors il faut savoir une chose. Beaucoup d'ordres sont pris par quelqu'un qui s'appelle le crieur. Le crieur, c'est ce monsieur, ce sont des hommes, qui est en dessous de... Et le crieur, il crie, comme son nom, sa profession le dit. Ça veut dire quoi? Le crieur, il développe ce que dit le commissaire-priseur. Bon. Et le crieur, les très bons crieurs savent faire monter les enchères. Moi, quand je fais des ventes, selon le crieur qu'il y a, je dis tiens, on fera 10% de plus ou 10% de moins. Moi, je suis un peu timide. Quelquefois, je me fais engueuler pour mon personnel. J'ose pas mettre une enchère plus forte. Le crieur, paf, il y va. Et ça marche. Bon, tant mieux. Il y a le crieur. Et les crieurs, souvent, ont des ordres. Ont des gens qui veulent acheter, qui veulent pas qu'on sache que c'est eux qui ont acheté. Ils disent au crieur, tiens, tu me prends l'ordre pour le lot 25, le tableau, la commode ou autre chose. C'est un côté anonymat, parce que beaucoup de gens, et de marchands notamment, veulent pas qu'on sache que c'est eux qui ont acheté. Voilà, parce que pour le cas, on trouverait le meuble dans leur vitrine après. Donc il y a le crieur qui joue un rôle, et il y a aussi l'expert. On a la chance d'en avoir un là, et c'est un bon, puisqu'il est tellement bon qu'il a été agréé par le tribunal de commerce, et il est expert près la cour d'appel depuis... On donne peut-être la parole à qui nous explique ce que c'est. On va lui l'expert, expliquer. voilà. On va lui expliquer, voilà. Alors, Monsieur Voilà. Perazzone, Alors, voulez-vous nous faire la grâce? Voilà. Alors Roberto Perazzone, qui travaille comme expert aussi pour la plupart des ventes avec Maître Studer Et d'autres. et d'autres, et expert près la Cour d'appel de Paris, il va nous expliquer quel est son rôle. Est-ce qu'il a évolué depuis la loi de juillet 2000 et qu'est-ce que c'est qu'être expert près de la Cour d'appel de Paris? Alors, beaucoup de questions et en fait pratiquement une seule réponse. Le métier d'expert est un petit peu, je dirais, indéfinissable. C'est bien sûr, dans le cas des ventes aux enchères publiques, je dirais l'assistant du commissaire-priseur. Comme Maître Studer l'a précisé tout à l'heure, il est d'abord là pour confirmer l'estimation que peut donner en amont le commissaire-priseur, puisqu'il est là pour estimer. Et il donnera son avis, bien entendu, principalement sur l'authenticité de l'œuvre, et ça c'est évidemment vital. S'il y a une nécessité de recherche et de travail assez compliqué sur l'œuvre, il retiendra l'œuvre auprès de l'étude en conseillant éventuellement de reporter la vente afin de pouvoir aller jusqu'au bout et savoir ce que l'on a entre les mains. Ça c'est aussi évidemment très très important. En ce qui concerne la réponse concernant les changements de statut, je dirais que principalement en salle des ventes, il n'y a pas vraiment de changement, sinon une garantie décennale qui a pris la place de la garantie trentenaire précédente, mais le travail reste le même. Dans le domaine judiciaire, mon Dieu, là c'est peut-être un petit peu plus sensible, un peu plus complexe depuis malheureusement certaines affaires que l'on a connues. Nous sommes tenus maintenant d'avoir une formation non pas permanente mais régulière. On nous demande donc en tant qu'expert judiciaire
d'être à jour, en quelque sorte, de suivre un certain nombre de conférences qui sont d'ailleurs très très bien organisées, en présence de magistrats bien sûr, mais aussi d'autres experts, et notamment des experts plus aguerris, plus anciens, afin, un petit peu comme les avocats, d'avoir cette formation permanente qui permet donc d'être à jour, et notamment sur l'aspect juridique, parce qu'évidemment l'expert judiciaire est confronté lors d'une réunion contradictoire avec les différentes parties. Et cela est très important de rappeler ce que tout expert devrait pratiquer. L'indépendance est aussi valable en judiciaire en volontaire. Et je voudrais aussi rappeler, il y a probablement plusieurs possibilités de devenir expert. Modestement, j'ai toujours revendiqué l'indépendance de l'expertise. Je crois que la liberté de l'expert permet de rendre un travail au moins le plus objectif possible. C'est manifestement la chose qui devrait être prise en compte en premier lieu. L'indépendance de l'expertise et bien entendu se donner les moyens de l'expertise. Alors en judiciaire, on a souvent, on peut dire, beaucoup plus de temps et de moyens, notamment techniques, alors que lorsque vous êtes appelé dans une étude, puisque vous travaillez pour plusieurs études de commissaire-priseur, le temps est souvent plus limité. Nous n'avons pas toujours les moyens de faire des expertises poussées, bien entendu, au sens où en judiciaire, on peut faire appel à des sachants, justement. Par exemple, un expert en écriture pourra m'aider pour déchiffrer la signature. Je pourrais faire appel à l'aspect scientifique, analyse des pigments, du support, etc., etc. Et je reviens toujours à cette indépendance de l'expert, et alors là, principalement judiciaire, la réponse finale de l'expert judiciaire doit être sa propre conviction, en tenant compte, bien entendu, des éléments que les autres experts sachants ont pu vous apporter, notamment techniques et scientifiques, mais c'est tout de même l'expert qui doit donner la réponse finale, bien entendu, devant le juge. Et c'est à partir de là où vous prenez sur vous, en quelque sorte, le compte-rendu et votre rapport final d'expertise qui doit être évidemment précis, technique, puisque nous sommes, il faut le rappeler, des techniciens devant une cour, devant un juge. Nous devons donc dire, non pas le droit, bien entendu, mais simplement ce que respecter l'ordre de mission qui vous est attribué. En général, il est assez limité, c'est-à-dire, on vous demandera de dire si tel tableau ou telle sculpture est authentique, si la signature est autographe, éventuellement de donner une estimation en valeur moyenne au cours du jour de l'expertise, bien entendu. Et puis le juge, bien sûr, peut développer dans son ordre de mission d'autres demandes, peut-être plus complémentaires. Et voilà. Mais donc, si vous voulez, cette ligne de conduite que je crois on doit toujours, je ne crois pas d'ailleurs, que l'on applique en judiciaire, moi je la rapporte très volontiers dans le domaine qui est celui de l'expertise en vente aux enchères publiques, sachant et précisant que dans mon domaine, je ne suis pas professionnel marchand. Je n'ai donc qu'un cabinet d'expertise. Je ne fais que cela. Et comment devient-on un expert près la cour d'appel? Quelles sont quelle est la procédure? Alors, si vous voulez, elle est relativement assez simple. Vous devez déposer un dossier. Vous remplissez un certain nombre de documents. Vous indiquez ce que vous avez fait précédemment, bien entendu. Vous présentez donc ce dossier donc au service de la cour d'appel, et puis il y a une commission qui se réunit chaque année. Et vous êtes accepté ou non. Voilà. Alors bien entendu, on peut renouveler bien sûr la demande. Si vous n'êtes pas tout de suite renouvelé, entre parenthèses, on n'est pas reçu du premier coup. Hein, Et vous êtes les seuls qu'on peut qualifier d'experts agréés, en fait. Oui, c'est-à-dire experts judiciaires. Parce qu'il y a d'autres formules qui existent.
notamment auprès du Conseil des ventes, mais enfin c'est un petit peu, c'est un petit chose, peu oui. autre chose. C'est autre chose. Dans le domaine de l'expertise, vous avez donc l'expert judiciaire qui est près la Cour d'appel de Paris, Oui. et sinon vous êtes agréé près la Cour de cassation, qui est le maximum, si je puis dire, dans l'échelle. Ça ne change pas grand-chose. Et puis non, effectivement. Et puis après, vous pratiquez en fonction des demandes qui vous sont proposées par les magistrats, bien entendu. Mais vous ne pouvez pas, si vous voulez intervenir en principe dans un dossier judiciaire, je dis bien en principe parce que ce n'est pas tout à fait vrai, si on n'est pas inscrit sur la cour, auprès de la cour d'appel ou de la cour de cassation. Mais je rappelle aussi qu'il y a des magistrats qui ont tout à fait la possibilité de faire appel à des experts qui ne sont pas inscrits. C'est tout à fait, bien sûr, ils sont tout à fait libres de choisir en fonction, par exemple, de l'expérience d'un expert qui aurait pu travailler pendant de nombreuses années sur tel et tel artiste ou qui s'est fait remarquer par ses travaux de recherche et de publication, bien entendu. Et donc, dans ce cas-là, les avocats des parties adverses ne voient aucun inconvénient pour accepter cet expert qui n'est pas forcément, ce n'est pas une obligation, je veux dire, d'être inscrit sur une liste. Mais bien entendu, et cela, à mon humble avis, parce que au fond, pourquoi on souhaite être inscrit auprès de la cour d'appel, moi je le dis très sincèrement, c'est parce que j'ai eu la chance de travailler sur quelques dossiers judiciaires, dont un qui était assez sensible, avant d'être inscrit auprès de la cour d'appel. Et je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié et je me suis passionné justement par l'aspect judiciaire de ce dossier. Non seulement il y avait le travail du technicien que l'on me demandait d'appliquer, bien entendu, dans ce dossier, mais cela me permettait j'ai pu voir les difficultés, justement, mais aussi l'aspect passionnant d'une expertise judiciaire. Et voilà, donc je crois de toute façon, il faut le rappeler, c'est que le métier d'expert et sans doute de commissaire-priseur, c'est d'abord une passion. Je crois que si on n'est pas passionné par ce métier, il faut vraiment arrêter très vite, je dirais. Ce n'est pas la peine d'assister parce que c'est un métier difficile. D'abord, ce n'est pas un métier. C'est donc une activité difficile, pleine d'embûches. Il faut toujours être sur ses gardes, je dirais. Mais en même temps, vous travaillez dans un domaine qui est vraiment passionnant. En l'occurrence, expertiser une œuvre d'art, mon Dieu, ça vous entraîne très très loin non seulement dans la connaissance, dans la passion de découvrir chaque jour quelque chose, mais aussi le contact qui est très important, à la fois avec les artistes s'ils sont toujours vivants, les ayants droit. Les représentants des ayants droit, vous allez rencontrer dans un domaine d'expertise judiciaire des conservateurs de musées, vous allez faire des recherches bien entendu dans des réserves, vous allez aller très loin et c'est tout à fait passionnant et heureusement qu'il y a tout cela parce que au final vous devez restituer un compte rendu le plus précis possible pour que le magistrat puisse faire donner après avancer dans son travail et s'appuyer sur ce dossier d'expertise pour pouvoir arriver aux conclusions, bien entendu. On avait fait ici une visioconférence avec beaucoup d'experts qui étaient venus et chacun avait apporté sa vision, et il y en avait un notamment qui travaillait pour un commissaire-priseur. Et en fait, lui, il était expert, mais en même temps, c'est lui qui montait les ventes, si on peut dire. Hein. C'est-à-dire que c'est lui qui amenait absolument toutes les œuvres d'art à vendre, etc. Est-ce que c'est une constante chez les experts ou est-ce que ce n'est pas le cas? Comment est-ce que ça se passe? Avant, Maître Studer, juste une réponse. Ouais. Ce n'est pas, en tous les cas, ma méthode de travail. Non, mais pour savoir, est-ce que c'est une constante? Voilà. Vous êtes en train de mettre le doigt sur un errement de la profession de l'art. Notre ami Perazone vous a dit qu'il n'était pas marchand. Effectivement, il y a deux sortes d'experts. Les experts qui sont experts d'une main et marchands de l'autre. Lui, il n'était pas marchand, il était uniquement c'est un expert. inconvénient, c'est un avantage, c'est qu'ils connaissent bien les prix, évidemment, puisqu'ils sont dans leur boutique. Ça, c'est un avantage. C'est un inconvénient. Ça veut dire une chose, c'est que leur expertise n'a pas le côté libéral
que peut avoir un expert comme M. Perazon, qui travaille libéral, qui dit libéral, dit liberté. Quand je prends un objet, il a la liberté de me dire, William, tu prends pas, c'est trop cher, c'est douteux, c'est pas bon. S'il était marchand, il me pousserait, mais oui, on va s'arranger, tu comprends, il y a un doute là-dessus. Deuxièmement, c'est la vente montée. Alors la vente montée, ça existe. Ça veut dire que vous avez quelqu'un, c'est un expert, ou pas un expert, voire ça peut être le commissaire-priseur ou un clerc de l'étude, qui ramasse tous les objets chez les marchands et qui les présente à la vente. Sorte de vente de vente prêt-à-porter, appelons les choses par leur nom. C'est un inconvénient. C'est qu'à ce moment-là, le commissaire-priseur et l'expert n'ont plus la liberté de jugement. Alors on dit voilà, là on va vendre la moitié des objets, on fait la sortie, le reste on verra bien. Voilà, c'est ça. Alors on vend la moitié, on vend que 40%, on vend que 20%, on perd du fric ou on en gagne, etc. C'est donc la vente montée est une technique qui est particulièrement condamnable. Ceci posé, il y a des gens qui la pratiquent, bon, j'aurais la charité de ne pas citer leur nom, mais c'est une technique qui est condamnable, car, je dirais, c'est une altération de la liberté qui est inhérente au métier d'officier ministériel. Officier ministériel, profession libérale, liberté. Voilà. Et en définitive, ça veut dire que c'est plus le commissaire-priseur qui a la maîtrise de la vente, c'est le clerc ou le beau-frère du clerc ou autre chose, ou le marchand. Là, en l'occurrence, c'était un expert qui faisait que ça, hein, qui fait que de l'expertise. Hein. Et en effet, c'est lui, en fait, qui a amené de A à Z les ventes qui étaient organisées. Oui, alors peut-être faudrait-il aussi redéfinir les spécialités, parce que tout dépend aussi des spécialités de l'expert. Parce que normalement, les commissaires-priseurs, si on suivait les directives ou la déontologie, l'éthique, hein, c'était en effet d'abord de vendre des œuvres qui avaient déjà fait l'objet d'une vente. Ou éventuellement, quand on parle de fonds d'atelier, quand l'artiste était décédé ou bon. Mais là... Non, pas ça, non. Il y a d'ailleurs sémantique. Allons-y. C'est qu'au sens du... Parce que normalement, il y a plusieurs exceptions, mais le Code du commerce stipule qu'on ne peut vendre d'objets que dans la mesure où ils ont été acquis par un particulier. Voilà. Ce qui pose un problème, alors, pour le vin, par exemple, on admet que le vin peut être vendu directement par un viticulteur en vente publique. Il y a une exception. Mais normalement, ce sont des objets qui doivent d'avoir été possédés par un particulier. Alors là, on tombe sur une loi de 1843. Ce pays conserve tout, même les lois, et il prévoit que nul ne peut faire son commerce principal des ventes aux enchères publiques. Ça veut dire qu'un commerçant ne peut pas, je dirais, faire son compte d'exploitation uniquement en alimentant les ventes publiques. Il y a une tolérance qui est de l'ordre de 25% du chiffre d'affaires. En matière de tapis, par exemple, je vais vous dire une chose, c'est que les marchands de tapis, qui souffrent particulièrement, dans la mesure où ils le peuvent, vous avez par exemple au rue Dieu, là où il y a le dépôt des douanes, des gens qui vivent, des marchands de tapis, des Pakistanais, de tout ce que vous voulez, qui font leur chiffre d'affaires en vendant uniquement en douane. Au commissaire-priseur. Oui. Bon. Donc ça c'est l'article 1 de la loi. Et l'article dit un peu plus loin qu'on ne peut vendre aux enchères publiques que des objets qui ont déjà été une fois dans le circuit du commerce, c'est-à-dire acquis par un particulier. Voilà. Supposé, cette loi de 1843 est un impedimenta qui est spécifique à la France, car nos confrères espagnols, italiens, allemands, anglais, belges vendent des objets neufs, mais à tour de bras. Voilà. Oui. Et ce pays, et c'est l'ancien haut fonctionnaire qui parle, adore les textes, hein, et il y a un côté un peu maso et un côté un peu anglophile. Pour moi, si vous voulez, l'anglophilie maximum, ça se passe en 1930 ou 31, c'est un exemple guerrier, si je puis dire, c'est les armées allemandes, sous la conduite d'Hitler, qui envahissent la rive gauche du Rhin. À ce moment-là, le président du Conseil de l'époque dit « Nous ne tolérerons pas que Strasbourg soit sous le canon allemand. » Très bien. Et puis, alors, on dit « Est-ce que la France va riposter de telle manière qu'en application du traité de Versailles,
puisqu'elle avait prévu le maintien de l'occupation de la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire le Palatinat, la Rhénanie. Et il dit, nous avons demandé le sentiment des Anglais. Et la diplomatie anglaise à l'époque, qui faisait tout pour amoindrir la France, a empêché la France de riposter à l'invasion de la rive gauche du Rhin. Ça, c'est l'archétype de l'anglomanie française. Alors, nous le voyons dans les ventes publiques et on le voit en matière européenne. Je prends un exemple, le droit de suite. Le droit de suite, qu'est-ce que c'est? Nous sommes en plein dans le domaine, dans votre domaine, cher ami. C'est que la loi du 11 mars 57, la grande loi sur la protection de la création, stipule que, en matière de droit d'auteur, lorsque une œuvre est entrée dans une œuvre d'art est entrée dans la vie commerciale, a été vendue, et que l'auteur a droit à un certain pourcentage. Ça s'appelle le droit de suite. Théoriquement, ce droit de suite est applicable à tout le monde. En fait, les galéristes qui sont plus habiles ont réussi à ne jamais l'appliquer. C'est fini. Il n'y a que... Hein, c'est fini depuis le 1er janvier 2006. Oui. Ben, en vente publique, ça continue. Ça continue. Alors, le droit de suite, on va voir ce que c'est comme c'est 3%. C'est 3%. En fait, le droit de suite, et ça concerne les œuvres, je dirais, dont le titulaire est mort depuis moins de 70 ans. Une espèce de moratoire, 70 ans. Les Anglais ont dit que le droit de suite, on en reparlera en 2020. Oui, exactement, ils ont 12 ans. En 12 ans devant eux. Et la France, ce sont les fonctionnaires français qui nous représentent dans les instances internationales. Non, vous comprenez, la rémunération, le droit de suite, permettez-moi de vous dire, ça alimente 4 ou 5 familles, y compris la famille Picasso et 2 ou 3 autres. Tout à fait. Voilà. Absolument. Ça, c'est, je dirais, c'est du masochisme. Bon. Alors, le droit de suite, ça veut dire une chose. Vous avez le droit de suite, vous avez la plus-value. Vous avez la plus-value. La plus-value, c'est 15 ans, tant que je m'en souvienne maintenant, c'est 5%. Bon. Si vous ne pouvez pas prouver que... et ça concerne les objets de plus de combien, je me souviens plus. Je me souviens un prix, je crois que... c'est 5 000 euros, non? Hein, 5 000 euros maintenant? 5 000 euros, plus Oui, 5 ou 10 000 euros. Ouais, ouais. Normalement, vous devez payer une plus-value dessus. Alors la plus-value, on peut y échapper dans certains cas, si on peut prouver qu'on a le tableau. C'est plus, je crois. Je crois que c'est plus. J'ai les chiffres. Non, je crois que c'est l'équivalent de 100 000 francs. 100 000 francs, ça fait 15 000 euros. Voilà, à peu près. Tant que ça Bon. Alors en matière successorale, c'est possible. Donc, si vous avez des objets sous réserve que vous vendez. En matière successorale, si vous gardez les objets 2 ans après l'ouverture de la succession, il n'y a pas de droit dessus. Il n'y a pas de plus-value. La plus-value, en Angleterre, ça n'existe pas. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Hein. Vous vendez l'objet, tout bénef. Hein. Et en France, vous avez la plus-value, vous avez le droit de suite, et vous avez, autrement dit, le miracle, voyez-vous, c'est qu'il y a encore un marché de l'art en France. Voilà, c'est bien le problème. Vous voyez, je vous le dis, il y a une tendance à l'étatisme en France. La France a été faite par l'État. Récemment, un Anglais me disait « Comment se fait-il qu'en Angleterre soit différent de la France ?» La différence, je vais vous la dire. C'est que l'Angleterre est un pays qui s'est constitué à travers les marchands, alors que la France s'est constituée à travers l'État. Oui, c'est exact. Il n'y a pas eu d'État, il n'y aurait pas de France. Il y aurait de l'Otharingie, il y aurait je ne sais trop quoi. C'est l'État qui est l'ossature de la France. Alors, ça a été bon sous Louis XIV. On doit avoir des sentiments de gratitude pour le regretter Colbert, mais il demeure que, nonobstant tout ce qu'on peut dire pour les privatisations, l'État, la puissance publique est omniprésente, et avec un art, et je veux dire un gros mot, d'emmerder les professionnels, là, je vais vous dire, qui est un art très exceptionnel. Et c'est un ancien fonctionnaire qui parle, je suis un ancien directeur du ministère de l'Intérieur, j'ai fait 10 années de cabinet ministériel, et dans des années, j'ai été notamment avec Alain Perfit, à l'information, à la recherche scientifique, à l'éducation nationale et à la chancellerie. J'ai passé 4 années au cabinet du garde des Sceaux, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Voilà. Autrement dit, le marché de l'art, ce sera ma conclusion, il est miraculeux qu'il y ait encore un marché de l'art en France à travers tous les impedimenta que ça présente. Voilà. Un exemple. Drouot Estimation est une filiale de la maison de Drouot, où les gens peuvent apporter leurs objets.
On leur estime, on leur donne un prix. S'ils sont d'accord sur le prix, on stocke l'objet, puis toutes les semaines, pour estimation, vend. Ça marche très bien. La semaine dernière, il y a eu un problème. Alors, c'est une vente courante, sans expert. Ah oui, je spécifie, sans expert. Et vous allez voir la suite. On peut faire une vente sans expert. Ah oui, Ah oui. on risque péril. pas. Hein. Je savais pas. Moi, il m'arrive de faire des ventes sans expert officiel, mais je le dis à Roberto, je dis, pas gentil, passe-toi dans ma salle parce qu'il y a un tableau qui me paraît intéressant. Je peux toujours se tromper. Bon. Je me dis, non, en définitive, c'est une croûte, etc. Bon, passons. Mais je fais ça également pour les tableaux anciens ou pour certains trucs un peu spéciaux que je connais pas bien. Vente sans expert, on appelle ça une vente courante. Un tableau présenté comme une croûte 17e, estimé 2000 €. Il en fait, je crois, 260 000. Il en fait 260 000 €. Ah, grand étonnement dans la galerie. Acheté par un Français domicilié en Suisse. Pourquoi? Enquête faite. Ce marchand, qui est un excellent, parce que les marchands sont souvent d'excellents professionnels, ils en savent plus que nous, c'est ceux qui en savent le plus, a vu que c'était un tableau de Simon Vouet. Mais un morceau d'un tableau de Simon Vouet, un morceau qui a été coupé en... Parce que le tableau a été coupé en 3. Il y a une partie qui est au musée de Besançon, une partie dans un musée américain, et là c'était la partie centrale, 260 000. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tableau, pour être exporté, doit se voir attribuer ce qu'on appelle un passeport par les affaires culturelles. Si l'affaire culturelle ne donne pas le passeport, il faut que l'État l'achète. Mais l'État, il a 20 mois pour payer. Alors, vous voyez la situation du type qui a acheté, qui a payé, qui a filé le chèque. Là, s'il n'a pas le passeport, il est bien. Alors, il y a plusieurs cas de figure possibles. Bon. Alors, le passeport est donné, donc les tableaux est exporté. Le passeport est refusé. Le tableau, l'État est obligé de l'acheter à terme. C'est-à-dire que l'argent est bloqué. Et pour en faire quoi? Alors c'est la question. De mon point de vue, moi c'est mon sentiment personnel, c'est un tableau qui n'est pas dans un état technique extraordinaire. C'est un marchand, les amis collectionneurs qui m'ont dit ça, les marchands. Ce qui fait que je doute fort que l'État sorte 260 000 francs pour acheter. Alors, on dirait qu'il y a le musée de Besançon. Ils n'ont pas une flèche à Besançon. L'année dernière, pour sortir un achat à 10 000 €, il a fallu faire une quête sur la voie publique, pratiquement. L'Américain, il s'en fout. Bon, on verra bien. C'est là où, normalement, on voit les inconvénients de l'étatisme. Et l'erreur sur la substance, la Ah, fameuse loi, là, c'est un péché mortel. Ça, c'est encore pire. C'est un péché mortel, parce que dans une enceinte universitaire, et on peut reprendre les expressions de l'ancienne université de Paris. Dans sa substance, c'est quoi? J'ai cet appareil à vendre, et je le vends comme bicyclette. Non, ça vous fait rire. Bon, ça c'est l'erreur grossière sur la substance. L'erreur sur la substance. Je vends une voiture et je me trompe de millésime. Pourquoi? Parce que ça arrive souvent, la carte grise est mal rédigée. Il y a des erreurs de chiffres. Bon. Ou bien alors ce qui se passe aussi, c'est que le numéro frappé à froid sur le châssis. Pardon. Oui, allô. Michel se rappelle tout à l'heure, je suis en réunion. Hein. Le numéro frappé à froid ne coïncide pas avec le numéro de la carte grise. Le client, il va chez lui, il regarde, puis il me ramène le véhicule. Je n'ai qu'une chose à faire, c'est de le rembourser. C'est l'erreur sur la substance. Voilà. Ce que j'appelle le péché capital. On peut avoir ça sur un tableau. Sur un tableau, ça peut arriver. Tiens, cite-nous une belle erreur sur la substance en matière de tableau. Il y a parfois des problèmes sur la datation d'un tableau, y compris moderne. Vous pouvez annoncer un tableau donc en garantissant l'auteur, bien entendu, et vous vous engagez sur une date. Alors si le tableau est signé et daté, et si vous êtes sûr que la date correspond à la réalisation de l'œuvre, bien entendu, vous pouvez prendre effectivement cette décision d'annoncer, signer et dater.
Si vous êtes moins sûr de la date, dans ce cas-là, vous utilisez le terme portant une signature, ce qui permet de laisser supposer qu'on ne peut pas être sûr et certain. Et j'ajoute qu'il y a parfois des exemples que l'on connaît tous, d'artistes qui ont pu créer une œuvre en 1980, notamment, surtout sur le contemporain, et puis mettre en pratique, en quelque sorte, réaliser l'œuvre plus tard, c'est-à-dire avec une pensée antérieure. Et parfois, vous pouvez avoir 2 dates sur une œuvre, sur une peinture. Au dos d'une peinture, vous pouvez très bien rencontrer 2 dates. Donc, dans ce cas-là, c'est date de création et date de réalisation. Ou bien, autre exemple, une date de départ, c'est-à-dire un tableau qui a été débuté il y a 20 ans et qui est terminé, qui est laissé après dans l'atelier. L'artiste le termine et va donc mettre une deuxième date. Dans ce cas-là, ce ne sont pas des erreurs sur la substance, bien entendu. Par contre, si vous donnez une époque qui ne correspond pas, vous rentrez dans ce domaine donc de datation qui n'est plus correct. Mais si vous voulez, on s'éloigne un petit peu du problème de l'authenticité, là, hein, bien entendu. Oui, mais il y a aussi le problème de découvreurs qui ont acheté une œuvre, comme vous disiez tout à l'heure, une œuvre, par exemple, pour un petit maître, qui s'avère, dans le temps, être un nom. Alors là, c'est l'attribution qui est donnée après. Mais ça, c'est pas l'expert qui est mis en jeu, mais certains collectionneurs, enfin, certains acheteurs se sont trouvés avec des procès de la part du vendeur. Alors, ça s'appelle l'action de récision. Voilà. Alors en pareil cas, moi j'ai un de mes amis, c'est donc le cas, pardon, de Pierre Granville, qui était un marchand, qui était un Français, qui a été marchand aux États-Unis, qui a eu des problèmes, qui est en France. Il n'a pas de galerie, mais il a une science du tableau ancien. Il a quand même fait des études à Yale, une science du tableau ancien extraordinaire. Et il a acheté, au nez à la barbe de tout le monde, un tableau qui était censé être de Rubens. C'est la chasse au sanglier, on a le sanglier au premier plan. Il a acheté ça, je crois, 3 000 €. Mais comme il a une science du tableau ancien très exceptionnelle, il a exporté le tableau en Angleterre, il l'a travaillé, et en définitive, le tableau était bien de Rubens. Et il vient, j'en suis heureux pour lui, c'est un ami, il a revendu ça au Getty, $1 million. Voilà. Et là, ils sont mis à 2, voire à 3, ils se syndiquent, etc. Et le conseil que je donne quelquefois aux gens qui font un achat mirifique, tu mets le tableau sous ton bras, voilà. Tu payes, tu prends le shuttle ce soir pour aller à Londres. Parce qu'en France, il y a une vermine, c'est le droit de récision. Ça veut dire quoi? Vous vendez un tableau, vous donnez un tableau à un commissaire-priseur à vendre, il vous vend ça 1 000 €. Et puis, il se révèle que l'acheteur, comme dit très justement il y a une seconde, est un excellent professionnel qui sait. Il étudie le tableau, il va à National, il va dans les archives familiales, il regarde le tableau, et on s'aperçoit que le tableau est en définitive d'un maître. Ça peut être. Alors, parce que les tableaux, souvent, ces anciens étaient faits à plusieurs exemplaires. Chardin, il peignait 4 ou 5 fois le même tableau, évidemment, c'était le seul moyen de multiplication qu'il avait sous la main. Rubens aussi, parce qu'il y avait des ateliers qui fonctionnaient, ce qui fait que les tableaux, il y avait plusieurs versions du tableau, mais les tableaux ont été gravés. Alors, selon les connaisseurs savent que que la gravure premier état de telle époque, le sanglier, il avait 2 dents devant, au lieu de 4, un truc comme ça. Et à ce moment-là, ces gens-là sont des gens, je dirais, qui vivent, qui gagnent de l'argent, mais par leur science. Et la science, leur science et leur connaissance, parce qu'il y a 20 ans de boulot qui passent leur temps dans les bibliothèques, parce qu'ils reconnaissent, moi, ce garçon en question, il connaît la vie de Rubens jour par jour. Ils vont dire non, c'est pas vrai, en janvier 1620, Rubens n'était pas là, était à tel endroit. Il était à Londres, il présentait des tableaux au roi Charles Ier. Ou bien non, il était en ambassade en Italie, et il a peint tel tableau, une chose, parce qu'il a l'influence des Italiens, gna gna gna. Et ça doit payer. Voilà, ouais. Personnellement, voyez-vous, j'ai la chance d'avoir fait des études universitaires, et j'ai gardé un respect très profond pour tout ce qui est de la connaissance. Et je considère que l'effort intellectuel, l'effort mental, eh bien, c'est sacré, et que dans la mesure où que l'heureux titulaire de son effort mental et de la science qu'il a acquéri peut en tirer bénéfice, eh bien, tant mieux pour lui. Voilà. C'est de l'argent qui est justement gagné.
Alors, on a eu un cas ici qu'on n'a pas invité malheureusement parce que le symposium Aréard n'existait pas. C'est donc le cas de Pierre Granville. Pour ceux qui nous suivent ou ceux qui nous suivent sur Internet, vous le connaissez parce qu'on a invité son épouse Florence Granville, avec laquelle on a passé une bonne soirée. Et ce qui est très étonnant, c'est que donc ça, c'est la photo de l'invitation du Musée des Beaux-Arts de Dijon, parce que Florence Granville va donc donner vendredi 17. D'ailleurs, le Musée des Beaux-Arts m'a gentiment invité parce que j'ai écrit un livre sur Pierre Granville. C'est un monsieur comme celui que vous évoquez. Il a notamment découvert des Daubigny qui étaient inconnus. Il a découvert un Georges de Latour. Mais en effet, le souffleur à la bougie. Beaucoup de bougies là. Et il a offert donc 4 donations. Donc c'est la 4e là qui sera seulement, si on peut dire seulement, constituée de 28 tableaux. Mais il en a donné quelques milliers, comme vous le savez, puisque Florence est venue en parler. Et ce qui est très étonnant pour ceux qui connaissent Florence, qui l'ont rencontrée lors de notre visioconférence, vous la reconnaissez, la Florence, non? Eh bien, c'était tout à fait étonnant, parce que moi-même, je me suis fait tromper. C'est que c'est la première femme de Pierre Granville, Kathleen Granville, et moi-même, quand j'ai reçu cette photo, j'ai cru que c'était Florence. Et donc, Pierre Granville est né en 1908, il a rencontré une Américaine, pour faire bref, Kathleen, en 1928, et c'est dans les années bénies que vous évoquiez, celle de Perfit, les années 60, etc., qu'il a, à partir de 48, qu'il a vraiment commencé à faire, en plus de son métier de cinéaste, qu'il est devenu en fait marchand, courtier, et il a acquis une collection absolument fabuleuse, et il a tout donné à l'État, et donc la 4e donation sera inaugurée vendredi. Mais en effet, lui, il aurait pu très bien passer sous le coup de cette loi. Il a été notamment à l'origine de l'affaire Poussin, qui est moins illustre, avec Rosenberg, Heim. C'est un de mes amis Voilà. qui était avocat général au cours de casse qui a fait les conclusions. Et il me dit, j'ai été un peu prétorien, mais après tout, il fallait bien que la France garde ce tableau. Vous pouvez raconter un peu l'histoire, avec votre vers, ce sera bien plus drôle. Quelle histoire? L'histoire du Poussin. Oh, l'histoire du Poussin, c'est en définitive, c'est une histoire très simple. C'est un tableau qui a été vendu lambda comme une croûte. Bon, et puis le premier acheteur s'est aperçu que c'était un Poussin. La famille vendeur s'est considérée comme spoliée, a monté une action en récision. L'affaire a fini par monter en cours de casse. Et c'est ce monsieur qui a un âge certain, mais qui est un ami et très cher, qui à l'époque était avocat général à la cour de casse, qui a conclu, qui a fait le réquisitoire. Bon. Et il me dit, je reconnais que j'ai été un peu prétorien. Bon, voilà. Et une autre histoire qui est célèbre, c'est le verrou de Fragonard. Oui. Il était en cause un marchand qui est décédé depuis, François M, paix à ses cendres, parce qu'il était assez sulfureux. Le verrou de Fragonard, où c'est dans une scène galante, c'est un monsieur qui fait un effort pour pousser le verrou, pendant que la dame prend sur le lit une position à l'anguille. Bon, très bien. Mais ce verrou était considéré comme une énième copie. Bon. Ce fut un très grand marchand qui avait un œil extraordinaire. Il est mort, paix à ses cendres, mais qui a été un des grands connaisseurs en tableau ancien pendant très longtemps, mais qui a dévoyé ses connaissances, et c'est dommage parce qu'il méritait. Mais bon, enfin, chacun oui, mais enfin, il était fort parce qu'il il voyait les choses. Alors, il est entré en conflit avec Rosenberg. Et maintenant, on le sait, des années après, le tableau était abîmé. Et c'est lui-même qui l'a restauré. Et pour éviter qu'on voit les restaurations à la lampe de Wood, ouais, il a utilisé des pigments prélevés sur d'autres tableaux anciens. Alors, comme quoi, l'expertise scientifique, oui, ce n'est pas évident. Exactement. Vous avez un autre problème avec l'archéologie chinoise. Ah oui, ça parlons-en. Avec l'affaire Dédier aussi, là. Oui, Dédier. Hein? Bon, c'est pas drôle pour lui. C'est pas drôle pour lui, mais bref. Ça m'embête de citer son nom. Mais le problème, c'est qu'il sort de Chine actuellement,
mais je ne dis pas des bateaux entiers, mais des conteneurs entiers d'archéologie chinoise. Pourquoi? Parce que, avec les Trois Vallées, le barrage des Trois Vallées, tous les Chinois creusent. Bon. Donc, comme c'est une région où il y a eu très peuplée, historiquement, il y a beaucoup de gens qui ont été enterrés là. Et les Chinois, comme les anciens Égyptiens, il était convenable, parce qu'un Chinois mourait, on l'accompagne dans la tombe de ses objets familiers. Alors, c'est un paysan, alors on mettait une terre cuite et une petite charrette tirée par un bœuf. Lorsque c'était un homme qui avait beaucoup aimé les femmes, on lui mettait une dame de cour, et dame en terre cuite avait une tête interchangeable, de manière que dans l'autre monde, il puisse éventuellement... Ça, c'est formidable. C'est formidable, ça. C'est pour ça qu'il faut trouver des dames de cour avec 2 ou 3 têtes qui sont liées. Passons. Alors, vous avez également le cheval chinois, le célèbre cheval Tang. Bon. Alors, pour éviter d'avoir des faux, on dit, on passe l'objet au luminescence. Voilà. Alors, initialement, il y a que les Répète, Anglais qui parce en que c'est pas faisaient. enregistré. À Oxford, il y a des Anglais qui en faisaient. Moi, j'en ai beaucoup vendu. Et puis maintenant, j'ai arrêté. Je veux dire pourquoi? Parce qu'il n'y a que des ennuis à avoir. Voilà ce qu'on fait. Voilà ce que certains font. Alors, vous avez un cheval Tang. On reproduit un cheval Tang par moulage et on lui met un sabot d'origine. Et le test de luminescence se fait sur le sabot. Oh, c'est génial. Alors, je vous dis une chose, la copie d'un cheval Tang en terre cuite, là-bas, dans ces pays où il n'y a pas d'URSSAF, ça ne coûte pas très cher. On n'est pas très regardant sur le surmoulage. Vous savez, c'est un objet de tombe. Bon, tous ces objets sont de tombe parce qu'ils ont ramassé le plafond sur la tête. Bon. Les poutres ont pas. Il y a même les troupes du grand empereur Xian ont dégringolé. Les plafonds en bois au bout de 2000 ans, même avant, il y a des gringoles. Et ça casse tout à l'intérieur. Même les célèbres soldats, on les a retrouvés en morceaux. Et on lui met le sabot tiré d'un vrai cheval Tang. Et à ce moment, on le vend comme, je dirais, test de thermoluminescence. Avant, il y a Oxford qui faisait ça, mais on en fait ailleurs. Voilà. Et puis les Chinois, ils ont autre chose, une autre technique. C'est que chez eux, il y a des gisements d'uranium. Alors on passe le cheval près du gisement d'uranium et en définitive, ça contribue à le vieillir. Ah oui. Tout est possible. Alors l'archéologie chinoise, moi je n'en fais plus, j'en ai fait beaucoup, mais il n'y a que des risques à prendre. Ceci posé, il y a quand même les très très beaux objets chinois. Il y a une jarre là qui s'est vendue, une jarre chinoise, un blanc bleu qui s'est vendu c'est un blanc bleu, c'est un blanc bleu du début des Ming. Or, c'est assez rare puisque les blancs bleus, en principe, ça vient après les Ming. Il s'est vendu de 2 millions d'euros, ce qui est un prix astronomique. Les très très beaux objets continuent à bien se vendre, mais il faut arriver à les individualiser. D'autre part, les Chinois commencent, je dirais, à vérifier ce qui sort de chez eux. Il y a la nouvelle loi, là. Hein? Il y a la nouvelle Oui, loi. et ce qui sort de chez eux, il y a ce dont ils se moquent, la petite camelote dont ils se moquent, les faux qui sont fabriqués, c'est comme en Égypte, bon, les oucheptis comme ça, inutile de vous dire que ça sort à la chaîne. Bon, à la chaîne, on vous fait ça, c'est facile sur les moulages, ça c'est un peu de vernis bleu dessus pour faire croire que ça vient du Nouvel Empire, et puis c'est très bien. Les faux, alors on aborde le problème du faux. Le faux, c'est un problème qui est très intéressant. J'ai une conception un peu cynique là-dessus, car il y a les faux faux, il y a les vrais faux, il y a les faux vrais, et puis à la sortie, il y a les vrais vrais. Voilà. Hein? Comme les passeports et les faux passeports. Voyez-vous, il y a les... On en parlait à table tout à l'heure amicalement. Vous avez par exemple la peinture hellénistique, la statuaire hellénistique est souvent une copie de la statuaire initiale, la statuaire d'origine, qui a disparu. La statuaire hellénistique souvent a disparu, ce sont des copies romaines. Cet été, j'ai passé mon été à lire des textes, la littérature romaine du 1er siècle avant, 1er siècle après, et notamment il y a les célèbres conclusions de Cicéron dans le procès Vérès, où il trouve d'abord qu'il y a une inflation dans le domaine du prix des objets d'art à Rome, et
et que les gens achètent, les parvenus achètent des tableaux à des prix. Ce qui m'intrigue, c'est de savoir quel était le support du tableau. Je me suis posé la question, mais ça, le regretté Cicéron ne le dit pas. Quel était le support du tableau? C'est du bois, on ne sait pas. Hein. Ouais. Probablement c'était du bois et des peintures à la cire, probablement, un peu ce qu'on trouve après au 2e et 3e siècle dans le Fayoum ou autre chose. Bon, la morphologie, on la connaît, puisqu'il y a quand même pas mal de témoignages dans les fresques, le musée de Naples en est plein. Alors, les faux. Au bout d'un certain temps, un objet faux devient vrai. Ça devient vrai. Et inversement, un objet vrai peut devenir faux. Par exemple, la pire des choses, voyez-vous, c'est quand un objet, un tableau était reproduit en plusieurs exemplaires. C'est quand un particulier possède le vrai alors que le faux est dans le musée. Oh, c'est horrible ça. Ça, Ça, je vais c'est vous horrible, dire, hein. pour le C'est horrible. particulier, c'est la catastrophe. Voilà. Parce que son tableau sera jamais bon. À ce titre, on a justement invité, ce qu'on avait fait un spécial expert où il y avait eu un franc succès. C'était plein à craquer ici. On a fait un dîner avec 29 personnes dans la galerie, c'était formidable. Et on avait invité 2 experts qui sont décriés, détestés, conspués. Et on avait fait exprès de les inviter avec des experts reconnus. Et notamment, comment ça s'appelle Benoît Landais, qui est donc, qui n'est rien d'autre que le fils du fameux Monsieur Landais, qui était le Monsieur Musée français, et qui se présente comme l'expert de Van Gogh. Voilà, et qui écrit très bien d'ailleurs, et qui a probablement pris des risques. oui, beaucoup, qui a beaucoup de problèmes, mais c'était quand même nous, c'était notre rôle, nous, de l'inviter avec les autres, parce qu'il a défendu son point de vue. Hein. Et aussi un autre qui était aussi très décrié, qui s'appelle Barbier. Donc on a invité tout ce petit monde. Ça s'est très bien passé. Toulouse-Lautrec. Ça s'est très bien passé parce qu'en fait, on a pu justement discuter de ces points de vue, du vrai-faux, du faux-faux, du vrai-vrai. Voyez-vous, par exemple, quand on regarde les catalogues de vente des commissaires-priseurs à Paris, avant 14, Oui. pas vous imaginer le nombre de Rubens et de Rembrandt qui passaient en vente. Non, ces tableaux ont été vendus, ont été achetés, et beaucoup se trouvent dans des musées de province. Bon, parce qu'il y a une donation, etc. Maintenant, il y a le Rubinianum pour les Rubens. Ouais. Croyez-moi, qu'est-ce qu'il trie? Par exemple, on s'aperçoit que l'homme au casque d'or, je crois, a été fait par un élève de Rubens. On s'aperçoit que c'est un autre tableau, en définitive, et on ne sait pas, en plus, alors on arrive à dire, oui, mais alors vous comprenez, là, c'est le maître qui faisait les mains. Non, c'est pas le maître, c'était Snyder. Snyder, c'était les mains, mais il y avait le spécialiste des chevaux. Puis toute la bande des panards, là, qui ont été peints pour le mariage du regretté Henri IV. Qu'est-ce qu'il a fait, Rubens? Il a fait une esquisse préparatoire, il avait 30 personnes dans son atelier. Bon, alors, vous comprenez, tout ça est très relatif. Bon, c'est au musée, c'est J'aurais posé une question. À propos, vous parliez des ventes montées. Moi, j'aurais parlé des ventes spectacles, enfin les ventes phares, comme la vente André Breton, où il y a quelques années, c'était au moins il y a 30 ans, la vente Sérusier chez Maître Adair avec la succession Boutaric qui se passait à l'Opéra Comique. C'était des ventes qui, pour moi, qui laissent des souvenirs mémorables à la fois de belles pièces et de grands acheteurs. Et je pense qu'à l'époque, Solby et Christie n'arrivaient pas à la cheville de ce qui se vendait à Paris. Alors vous avez raison de dire ça, mais vous constatez d'une manière élégante qu'il y a une raréfaction des objets sur le marché français. Et pourquoi? Et qu'il y a une sorte d'hémorragie que la belle Camelote, elle part. Ouais. Actuellement, Drouot n'a plus de grande succession. Ouais. Ça part chez Christie et Solby. Ouais. On appelle ça aspirateur. Il y a un côté aspiration, on pourrait rien faire contre ça. Néanmoins, il y a eu au printemps la vente Vérité, qui était une vente apportée par l'eau de mer. Et elle a été apportée à l'époque où moi j'étais président, et je voulais que cette vente se fasse à Drouot, et j'ai fait venir le vendeur, M. Vérité, pour qu'il signe l'engagement de faire la vente à Drouot. Bon. Cette vente, Ludbert ne pouvait pas la faire car elle est toujours en interdiction, mais c'est lui qui l'a organisée. Il y avait le fameux masque Fang, qui est parti, autant qu'il m'en souvienne, à 59 millions d'euros, un truc comme ça. Bon,
j'ai quand même assisté à l'avance. C'était ma femme qui travaille à Dreux et qui était claire au procès-verbal. Et j'ai vu, de mes yeux vus, pour ce masque fang, le teneur de marteau, c'était Rémi Le Fur. Il a commencé les enchères à 2 millions d'euros. Devant moi, à cette hauteur, un couple, très français moyen, monsieur et madame, la soixantaine, etc. Ils ont monté des enchères à 500 000 euros. 2,5 millions, 2,5 millions, 3 millions, 3 millions 5, 4 millions, 4 millions 5, 4 millions 5. Alors après, c'est la cadence me dit, mais des gens, ils portaient des enchères à 500 000 euros. Inconnus au bataillon. Hein. Quand c'est un marchand, un grand marchand français, étranger ou autre chose, c'était des gens, personne ne les connaissait. Des enchères à 500 000 euros, je vous dirais une chose, je les ai regardées avec des yeux ronds, hein, je n'étais pas seul en plus. Voilà, alors ça prouve quand même que la France reste un pays riche, et qu'en définitive, on arrive à sortir des objets. Mais il y a un autre problème. Vous dispersez une succession. Alors, vous avez un couple sympathique, il achète une paire de fauteuils Louis XVI, l'autre il achète un joli miroir, l'autre il achète un beau baromètre. Mais en définitive, ce sont des gens qui ne laisseront pas de belles successions. Pourquoi ? Parce que dans une vie, ils peuvent constituer un patrimoine, mais parce qu'il y a une dispersion des patrimoines qui fait que, même s'il n'y a jamais eu autant de riches en France, et autant de pauvres, vous me direz, autant de riches en France, il y a très peu de constitution de très beaux patrimoines mobiliers. Alors, il y a encore des collectionneurs, certains donnent, certains lèguent à leurs enfants, il y a de belles successions encore, mais il faut voir une chose, c'est qu'il y a une espèce de dilution des patrimoines. Et au jour d'aujourd'hui, les très belles successions, quand il y en a, et il y en a encore, elles partent chez Crissier et Sotteville. Mais vous expliquez comment cette dilution? Alors justement, pour redonner l'aura de phare des arts à la France, quels seraient les éventuelles politiques à apporter à votre avis? Je vais vous les dire. Vous supprimez la récision, vous supprimez le droit de suite, vous supprimez la plus-value, la plus-value, vous supprimez le conseil des ventes. La loi de Bercy. La loi de Bercy de 1982 qui a été abrogée, mais qui pourrait revenir. Oui, vous supprimez tout ça. Les anglo-saxons, pays de marchands, n'ont pas de législation de l'œuvre d'art. Ça entre, ça sort. Les Américains considèrent qu'il en rentre plus qu'il n'en sort. Ceci posé, vous sortez n'importe quoi des États-Unis, vous sortez n'importe quoi. Moi, je me souviens, entre le moment où j'ai quitté l'administration, j'étais nommé commissaire-priseur, j'ai fait le courtier en art. Et je me souviens, j'avais vendu à un Américain 2 bronzes de Bugatti. Alors, les bronzes de Bugatti, ils étaient au Port-Franc de Zurich, j'ai pris l'avion, j'étais à Zurich, j'ai sorti mes bronzes que j'ai amené à New York. J'ai montré au douanier, il m'a dit que ça me fasse. Il m'a répondu pour dégager, alors que c'était en France, comment ça, mais déclarer ci, déclarer ça, etc. Voilà, j'ai vendu, ça s'est passé, je les ai mis dans le coffre qui était de l'heureux acheteur, j'ai pris ma commission, puis c'était réglé. Alors, en France, on avait mis un problème. Le système américain, anglais aussi, ce sont des pays créés par des marchands où la liberté est payante pour eux. Et je suis persuadé qu'en France, le jour où on arrivera à libéraliser, pas intégralement, il ne faut pas rêver, mais plus complètement qu'on ne le fait, faites sauter la plus-value sur les objets d'art, faites sauter le droit de récision, faites sauter le droit de suite, et ça donnera un développement du marché de l'art. Seulement, je vais vous dire, étant petit comité, ça va, je ne suis pas en politique, mais ça ferait grincer. Mais comment vous ne pensez pas, etc. C'est là, vous avez posé une question, je vous ai répondu, et encore en cherchant bien, on arrive à encore trouver 2 ou 3 dispositions contraignantes à faire sauter. Et donc vous avez travaillé, vous disiez, avec Alain Perfit. Vous étiez, parce que vous avez été préfet, c'est ça? Non, j'ai terminé ma carrière comme directeur au ministère de l'Intérieur. D'accord. Parce que Perfit a donc été ministre de la Culture très peu de temps. Très peu de temps. Je n'étais pas avec lui à ce moment-là. D'accord. Donc j'étais avec lui en 63 au ministère de l'Information, c'est là où on a créé l'ORTF.
C'était un contexte, si vous voulez un peu les choses par leur nom, d'information très contrôlée. Oui. On avait même la censure cinématographique. Alors, je me souviens, avec l'affaire de la religieuse, qu'est-ce qu'on a été enquiquinés, parce que Tante Yvonne disait que ce film était, je dirais, attentatoire à la vertu ou je ne sais trop quoi. Enfin, on a été ennuyés. Puis heureusement, on a quitté le ministère à ce moment-là. On avait légué ça au successeur. À la recherche scientifique, dont on a passé 1 an et demi, dont je conserve un excellent souvenir. Encore qu'il y avait des scientifiques de haut niveau, je ne comprenais pas toujours de quoi ils parlaient. Et puis à l'Éducation nationale, où on a été expulsé, si je puis dire, en 1968. Et puis j'ai repris du service avec lui en 1977, quand il était à la Chancellerie, où j'ai passé 4 ans. Et je me suis occupé de choses très intéressantes, notamment des prisons. C'est comme ça que je peux dire que je suis allé en prison. Ah oui, d'accord. Que je suis allé en prison. Je m'occupais des prisons au cabinet du ministre. Et j'ai voulu voir un jour ce qui se passait à l'intérieur, ce qui fait que j'ai appelé le directeur. Et j'ai passé une matinée à Fresnes. Voilà. Il vaut mieux. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Roberto Perazzone aimerait intervenir. Oui, oui, bien sûr. Oui, justement pour compléter cet horizon sur les ventes à l'étranger, les ventes à Paris, 20 ans, 25 ans, c'est à peu près ma carrière en salle des ventes comme expert auprès des commissaires-priseurs de Paris et aussi de province, puisque nous allons bien sûr en fonction des appels en province ou proche banlieue. Je voulais rappeler simplement ceci, c'est que effectivement il y a une raréfaction des œuvres d'art, bien sûr, sur le marché français, mais tout le monde a pu voir que lorsqu'il s'agit d'une vente importante, ça j'aimerais quand même bien qu'on puisse le rappeler. Je n'étais pas expert dans ces deux ventes, donc je vais faire de la publicité pour ceux qui l'ont organisé. Vous avez cité tout à l'heure la vente des arts premiers, ou la vente André Breton, et je dois dire, et je crois que le public l'a prouvé, la presse l'a rappelé, il y avait une organisation particulièrement réussie à l'hôtel Drouot, non seulement dans la présentation, dans l'organisation même de l'accueil des acheteurs. Les résultats sont là pour le prouver aussi. Il y a eu beaucoup de préemptions, principalement dans la vente Breton d'ailleurs, et moi, je trouve cela plutôt, je dirais, sympathique, car quand on se souvient que André Breton habitait le 9e arrondissement, c'est-à-dire rue Fontaine, à 2 pas de l'hôtel Drouot. Oui, un quartier sympathique et vivant, dans un appartement qui n'est pas, effectivement, qui était plutôt modeste et non pas gigantesque, et tout d'un coup se retrouver à un moment de grand plaisir et de fête, je dirais, de partage entre les passionnés du surréalisme, et ce sont vraiment des passionnés, les collectionneurs et amateurs d'art dans le domaine du surréalisme. Tout le monde à ce moment-là a répondu, c'est-à-dire aussi bien les institutionnels, les collectionneurs, les amateurs d'art et les curieux qui n'avaient pas forcément les moyens de suivre, mais il y a à ce moment-là un grand moment, et ça se passe où? À l'hôtel Drouot. Donc je veux dire que bien sûr, l'objet d'art se fait rare en France, surtout au niveau des ventes aux enchères. Mais de temps en temps, il se passe encore des choses comme ces deux exemples-là, et il y en aura certainement d'autres. Écoutez, oui, d'abord, je voudrais vous remercier. Je vais vous dire une chose en conclusion, c'est que hier soir, j'ai dit à Roberto, viens tout de suite à l'étude, il y a 200 mètres à faire, car vraisemblablement, je pense que l'année prochaine, mon étude montera une vente judiciaire avec des tableaux anciens et pas anciens, et que si tout se passe bien, on fera 50 millions d'euros. Merveilleux. Monsieur Doré aimerait une dernière question. Je fais des recherches sur le peintre Armand Point, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai des ennuis pour rechercher la traçabilité des œuvres qui passent en vente. Parce que c'est intéressant de savoir que telle œuvre est passée dans telle collection, et en pratique, il est très difficile de remonter. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Je crois qu'on peut consulter des archives à Drouot, mais je ne sais pas dans quel... Vous êtes allé au centre de documentation de Drouot? Comment? Êtes-vous allé au centre de documentation de Drouot? Non, on m'en a parlé. Alors, je vous ferai un mot pour que vous y alliez, puis c'est réservé au commissaire-priseur, hein, je ferai un mot, mais vous avez une chance non négligeable à travers il y a tous les catalogues. Bon.
de faire une recherche, de remonter, le... À partir mais il y a un certain nombre d'années pendant lesquelles on ne peut pas le faire. Il faut le faire seulement sur des ventes qui ont plus de 10 ans. Non, plus, non, vous êtes chercheur, vous voulez. non, Non, cherchez, vous trouvez. Si vous trouvez l'information, si vous trouvez les informations. Attendez, il faut qu'on dise au revoir. Attends, il faut qu'on dise au revoir ici. C'est filmé, là, il faut qu'on dise au revoir ici. Facilement, puisque tous les catalogues de vente sont répertoriés. Bon, Roberto. tout ce qui s'est vendu à Dreux. Ouais, tout ce qui Voilà. est Passé en vente Non, mais- public. Ah, C'est catalogué. Bien sûr. catalogue. Donc, Il y a je une documentation très remarquable. Vous savez ce que vous allez faire. Henri-Cécile comme même. Oui. Voilà. Non, mais vous téléphonerez à mon étude. Voilà. Oui. 40 01 42 60 Attendez, 80 s'il vous plaît, oui. 42 60 On verra ça 87 deux après. On fois. verra ça après. Vous allez le donner hors champ. Hein. Oui. Bon, je vous remercie d'être venu à Aréar du mois de novembre. Donc nous nous retrouverons au mois de décembre. C'était le sujet des commissaires-priseurs numéro 3, puisqu'il y a eu, c'est la 3e visioconférence sur le sujet, qui fera l'objet d'un livre qui sera le volume 2 des commissaires-priseurs dans les éditions Aréar. Et je remercie Maître Studer qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui et Roberto Perazzone qui est donc expert. Je vous dis au revoir et à très bientôt au mois de décembre 2006. À bientôt. Merci, grâce à vous. Tout est filmé, c'est ça le problème. Vous appelez mon étude. Vous dites que si je suis pas, souvent je suis pas là. Vous dites ce que vous voulez et on fera une intervention auprès de Madame Comer Oui. pour que vous puissiez aller, je dirais, à mon avis, vous trouverez. Oui. Vous ne trouverez pas tout, mais vous Oui. trouverez. Dans quand même. votre téléphone, s'il vous plaît.